Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te présenter le tout premier partenaire de l'histoire des UBBistes. Coup gagnant, c'est une nouvelle façon de faire vivre la billetterie de la Champions Cup pensée spécialement pour les supporters. Le principe est simple, tu choisis ton équipe, tu achètes un ticket à prix réduit. Si ton équipe atteint la finale, ton ticket se transforme en une vraie place pour assister au match. Je t'explique, par exemple, tu prends un coup gagnant pour l'Union Bordeaux-Bègles. Si l'UBB se qualifie pour la finale de Champions Cup, tu remportes ton billet pour vivre l'événement en tribune au cœur de l'ambiance. C'est une manière fun et innovante de suivre les phases finales de Champions Cup et de Challenge Cup. Tu ne fais plus que regarder le parcours de ton équipe, tu le vis avec un enjeu supplémentaire à chaque match. C'est une vraie opportunité, accéder à la finale pour beaucoup moins cher que le prix public. Et même si ton équipe ne va pas au bout, une partie de ton argent est reversée à une association sportive dans le monde du rugby. Tu soutiens ton club et tu soutiens aussi le sport. Immense merci à Coup Gagnant pour leur confiance. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site dont le lien est en description. Bon épisode! Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 70e épisode des UBBistes. Je suis ravi de vous retrouver après ce beau week-end pour le rugby girondin puisque c'est un carton plein entre les grands, les espoirs et les Lions. Ça a été plutôt un bon week-end, Yannou. Parfait, Ouais, ça a été? bien, je me suis régalé. Ouais, ok. Bon, ni plus ni moins quoi. Euh, Non, si, ouais. Bon, après, les espoirs, c'est bon, c'est pas non plus. C'est pas enfin bon, on en reparlera, ok, mais ouais. c'est pas, les phases qualificatives comme ça, c'est pas l'éclate, quoi. Oui, mais bon, au moins tu mets des petites fessées, quoi. C'est déjà pas mal. Il y en a un qui passe une petite tête cette semaine. C'est notre coloc préféré. Comment ça va, Dylan? Bah ça va, de retour pour l'apéro du coup. Toujours le coloc qui pop pour Ouais. l'apéro de nulle part là, qui est pas là pendant 3 semaines, c'est pas où il est. Bah voilà, j'étais en vadrouille, je reviens. Bah ouais, tu viens de trinquer avec nous pour fêter ces belles victoires. Surtout que toi, tu as fait Exactement. le match des Lions et l'UBB au Stade Atlantique. Tu as fait carton plein, toi aussi. Ouais, c'était trop cool les Lions d'ailleurs. Match magnifique, sacré niveau là. Pour ceux qui suivent pas trop les filles, c'est UBB Toulouse de chez les mecs, hein. Enfin, c'est l'équipe de France qui joue là, hein. Donc c'était vraiment impressionnant. Et petit big up rapide à Carla Arbez qui est vraiment. Enfin, déjà à la télé, moi je la trouve sensationnelle, mais alors en vrai au bord du terrain, c'est fou. Enfin, c'est Jalibert la meuf, prend des espaces, elle met des crochets, elle enfume tout le monde. Extraordinaire. Gros match et ambiance magnifique. Stade quasiment complet, je crois, à Saint-Germain. Et puis ambiance, vous savez, le rugby comme ça. Enfin, moi, je suis allé avec ma petite qui a 1 an et demi. Elle a regardé le début du match. Après, elle s'est ennuyée. Elle a été jouer au ballon derrière avec des copains. Enfin, tu vois, c'est des belles ambiances. Si vous avez l'occasion d'aller à Sainte-Germaine, n'hésitez pas. Ouais, j'allais dire, c'est à Saint-Germain, il y avait plus de 4000 personnes, le soleil, la victoire aussi, on va en Mm. reparler. Effectivement, Carla Arbès, qui est la numéro 10 des Lions. Avant de commencer l'épisode, petit point sur le Tipeee. Pas de tipeur cette semaine, on rappelle que la cagnotte est toujours disponible. Le titre, l'UBB a mis la Garonne à l'abri. Bravo Mickaël pour ce joli jeu de mots. Ouais, bravo. J'ai pas fait de vote parce que moi il m'a plu direct, clairement. Parce qu'entre les Toulouse to win, ce genre de choses, bon, au moins celui-là il était très original. On vous rappelle que vous pouvez suivre les UBBistes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, TuiSauvaIBB, Dylan Trekking, Cyril Bourrez, c'est moi. Et surtout sur YouTube, vous pouvez vous abonner et donner un peu de soutien à la petite chaîne. On remercie Coup Gagnant qui est toujours notre partenaire de l'émission. Ce sera pour tout ce mois-ci. Donc un grand merci à Coup Gagnant. On rappelle que c'est un site sur lequel vous pouvez réserver vos places pour la finale de la Champions Cup en pariant sur votre club préféré, en l'occurrence l'UBB. Et en fait, en fonction des pronostics finaux, les prix des places sont plus ou moins élevés, mais toujours beaucoup moins élevés que le prix grand public. Et si votre club arrive jusqu'à la finale, ben vous remportez vos places. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais il me semble qu'en ce moment, pour des places à 70 euros, il suffit là de payer 30 et quelques euros pour avoir une place pour l'UBB. Pour Toulouse, je crois que c'est un tout petit peu moins, ce qui veut dire que l'UBB est favori. Et du coup, si on va en finale, vous remportez vos places. Si on ne va pas en finale, il y a une partie qui est reversée à des associations, mais vous n'avez pas de place. D'ailleurs, on en profite parce qu'on fait gagner des places pour UBB Leicester, qui sera dimanche prochain sur Instagram grâce à Coup Gagnant. Donc un immense merci à eux et allez participer si vous voulez choper vos places. Autre chose, petit teaser avant de commencer, mais on sort un hors-série jeudi midi, donc il sera dispo comme les épisodes normaux sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur
YouTube. On a reçu un invité plutôt intéressant pendant 1 heure, Yann. Attends, je sais pas qui. Ouais, très bien. Un très bon invité. Ok. Bon, bah, ça, c'est du teasing. Mais en tout Moi, je cas, sais qui c'est ouf. En vrai, c'est ouf. Oui, mais après, bon, je veux pas rentrer dans les détails, parce que sinon je vais spoiler le truc. j'allais dire un petit indice, mais bon, si tu donnes un indice, c'est vrai que ça Ouais, peut c'est vite. clair. Ouais. Bon, réponse, du coup, Ouais, peut-être non. qu'on annoncera d'ailleurs mercredi soir ou jeudi matin un peu en avance. Mais du coup, très content d'avoir eu cet invité-là, l'invité mystère. Voilà pour la petite intro. Je vous propose qu'on passe au résumé du match. Et pour la reprise de notre cher Top 14, l'UBB recevait le leader du classement, le Stade Toulousain, ce dimanche à 21h. Et ça va plutôt bien commencer puisque dès la 7e minute de jeu, Marco Gazzotti va inscrire le premier essai bordelais. Mais les Toulousains vont revenir grâce à la botte de Romain Ntamak par 2 fois avant que Maxime Lucu ne lui réponde avant la demi-heure de jeu. Mais ce sont les Toulousains qui semblent prendre l'ascendant sur cette fin de première mi-temps avec un essai de Ntamak. Encore lui, mais les joueurs de l'UBB vont faire preuve d'une belle abnégation et profiter d'un excès de confiance de Movaka pour passer devant grâce à un essai de Madoche Tamboué après la sirène. Au retour des vestiaires, un superbe essai toulousain est refusé, permettant à Maxime Lucu de donner un poil plus d'air à son équipe qui va rentrer dans une nouvelle dynamique. Et c'est notre nouveau numéro 13, Damien Penaud, bien servi au pied par Yoram Moefana qui donne 12 points d'avance à la 50e avant que Mathieu Jalibert n'intercepte une passe de Paul Graou pour que Lucu inscrive son essai en bout de ligne 5 minutes plus tard. Et derrière, ça va dérouler avec des essais venus du banc par Arthur Retière et Chan Mousquès. L'ultime essai de Calvin Gourgue n'y changera rien. Score final 44-20, bonus offensif pour nos Bordelais. On place au point négatif. Et oui, tu fais bien de me le signaler, Yann, avant de parler des points négatifs de l'UBB. Un petit mot sur cet adversaire toulousain qu'on risque de retrouver peut-être un peu plus tard dans la saison, en commençant par aller, toi, Yann. Ouais, bon, bah déjà, bon, bien sûr, dans quelques semaines, si on se qualifie, ce sera probablement un autre adversaire, puisqu'il manquait pas mal de monde, mais c'est quand même une équipe. Enfin, quand tu vois l'équipe alignée, cette équipe des doublons du Stade Toulousain, c'est clairement une équipe qui peut jouer le top 4 en top 14, hein. Il y a quand même de lourds joueurs, et même, tu vois, des mecs qui étaient absents, tu peux les switcher assez facilement, tu vois. Je pense que les supporters toulousains, entre un Merclair et un Aldeguerri, je suis pas sûr que ils préfèrent Doudou, tu vois. Pareil à gauche, Paul Malès quand même est un joueur qui est plutôt intéressant. Ayounou aussi. T'avais quand même une paire de centres internationales. Enfin voilà, t'avais quand même de très très gros joueurs. Euh, et du coup, ils ont fait un très gros match, mais finalement, on a réussi à bien les contrer. Moi, j'ai bien aimé. Bon, bah, t'as Willis qui nous a pourri en première mi-temps. Il a été extrêmement fort et en plus, là, on était dans un arbitrage un peu de Champions Cup, donc il s'en est donné à cœur joie, donc mais des deux côtés. Et j'ai bien aimé aussi le match de Ntamak. Je trouve que ça fait plaisir de revoir un joueur comme ça, parce ça faisait 2 mois et demi qu'il n'avait pas joué au rugby. Il avait des blessures, des gros pépins, un truc au rein. Après, il s'est blessé la cuisse. Donc c'est vraiment un beau match. C'était un super duel de 10, donc plutôt cool. On en parlera après pour Mathieu, mais donc c'était un match hyper agréable avec et bien sûr pour avoir le match qu'on a eu, il faut avoir deux superbes équipes et d'ailleurs ça s'est ressenti avec ce temps de jeu effectif. Je crois que c'est le petit bureau qui en a parlé de 47 minutes, 46 minutes et 45 secondes. Enfin c'est un truc qui arrive jamais normalement en top 14. Match niveau international, là, hein. Effectivement, avec un Toulouse diminué. Par contre, Toulouse diminué, mais pas tout à fait un Toulouse de doublon non plus, parce que j'ai beaucoup vu ça. Quand t'as Gourgue, Barassi au centre, que t'as Ntamak en 10, que t'as Movaka pas en forme et qui fait pas son meilleur match, mais t'es pas tout à fait sur une équipe de doublon non plus. Enfin, j'ai pas l'impression du moins. Après, effectivement, dans le 5 de devant, ils étaient quand même diminués. Et il te manque tes deux animateurs phares, Dupont et Ramos, qui changent tout et qui ont qui étaient ceux aussi qui manquaient en demi-finale de Champions Cup l'an dernier d'ailleurs. Et qui a changé les matchs parce que du coup, il y avait pas, ils pouvaient pas répondre à notre occupation au pied parce qu'il leur manquait leurs deux gars qui gèrent le jeu au pied. Content aussi de revoir Ntamak à ce niveau, au-delà de toutes les polémiques à la con qui vont suivre parce que 10 gars ont sifflé.
Dans la vraie vie, content de revoir Ntamak parce que je pense qu'on sera pas champion du monde en 2027 si on n'a pas Jalibert et Ntamak tous les deux à 100%. Et qu'on peut pas faire à la sud-africaine, c'est-à-dire changer de charnière en fonction de l'adversaire, en fonction de refaire un peu tourner les mecs aussi qui vont pas enchaîner 8 matchs d'affilée à 100%, tu vois. Donc je suis très content en tant que supporter de l'équipe de France. Et Willis, par contre, j'en peux plus, hein, il est trop fort en fait. Il est trop fort, il est trop fort. Et nous, on a pas, enfin, on a joué de façon un peu débile dans les zones autour de Willis des fois. Mais Willis, trop fort. Incroyable. Et très très bon capitaine. Moi, je pense que même c'est un meilleur capitaine qu'Antoine Dupont. Sur son rôle d'échange avec l'arbitre, je pense qu'il est meilleur que Dupont. Je pense qu'il est très très fort pour rentrer un peu dans la tête de l'arbitre et aller chercher l'arbitre et tout. Je pense qu'il est très bon Willis là-dessus. Euh, c'est... Mais trop Ah pénible. ben oui, pénible. Mais tu vois, après ça dépend avec quel arbitre. Je- Si toujours pareil, tu Mais vois. ouais. Mais je sais pas s'il a pas saoulé l'arbitre. Sur ce match-là peut-être. Mais après sur ce match-là, enfin bah du coup juste un petit mot sur l'arbitrage. Rousselet, je comprendrai, je vais pas dire qu'il se plante ou quoi, parce que je vais pas rentrer là-dedans, on s'en fout, c'est bidon, mais je comprendrai jamais son arbitrage, je n'arriverai jamais, à chaque fois que Rousselet arbitre, que ce soit nous, que ce soit une autre équipe, peu importe, je ne comprends pas comment il arbitre. J'arrive pas à suivre ses décisions, j'arrive pas à comprendre la cohérence. L'arbitrage des rucks, je suis jamais d'accord avec lui, d'un côté comme de l'autre, hein, parce qu'il y a des plongeons de notre côté, nous, sur des rucks, où je me suis dit, franchement, là, tu peux siffler tous les jours, enfin, c'est la piscine, on a eu des moments où je me suis dit, on plonge sur le côté, enfin, des trucs, des déblayages, voilà. Eux, leur ruck, où on a des rucks où on n'est pas du tout récompensé, alors que le grattage, il est parfait. Enfin, je comprends pas son arbitrage des rucks. Et du coup, je pense que Willis s'est agacé. On entend Penaud aussi qui s'agace à un moment donné, parce qu'il avait le micro-canal. Donc on entend Penaud qui gueule à Lucu, mais il nous donne rien. Parce qu'il en pouvait plus sur les rucks. Lucu, on le voit s'agacer aussi quand même 2-3 fois. Enfin, je sais pas si ça se voyait beaucoup depuis le stade, surtout, qui levait les bras en l'air sur chaque ruck, etc. Donc j'ai quand même l'impression que Willis est sorti de son match parce que eux, en plus, la pièce n'est pas tombée de leur côté au niveau du score et qu'il y a eu l'essai refusé et tout. Donc il a commencé, à mon avis, à s'agacer. Mais en première mi-temps, je trouvais qu'il mettait bien la pression à l'arbitre, justement, sur les rucks, tu vois. Où il disait, et c'est pour ça qu'on a été beaucoup pénalisé aussi, je pense. Mais après, c'est bien parce que je trouve que ça nous prépare pas mal à la Champions Cup. J'avais l'impression de revoir le match d'Andrew Brace, le dernier demi-finale UBB Toulouse, où en fait c'est un peu tant qu'il n'y a pas un truc ultra évident, en fait ça siffle pas. Les en avant c'est pareil, dès que c'est entre deux, ça siffle pas. On laisse jouer les turnovers. Et finalement, c'est aussi ça qui permet que tu aies 45 minutes, 46 minutes de temps de jeu effectif. En fait, je pense que là où il doit progresser, lui, c'est plutôt dans la pédagogie, et notamment dans expliquer aux gars ce qu'ils ont droit ou pas droit de faire. Parce que là, en fait, il laissait un peu et s'il y avait un ballon de turnover, bon, c'était bon. Et s'il y a vraiment une trop grosse faute, il sifflait. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très lisible. Mais par contre, bon, ça permet d'avoir des ballons de KO et donner un match qui était plutôt agréable. Donc bon, au moins, il n'a pas haché le match, ce qui aurait pu être le cas. Donc c'était plutôt sympa dans ce sens. En tout cas, ça va bien nous préparer parce que je pense qu'on aura les arbitres britanniques qui sont un peu dans cette tendance-là à faire quasiment pas de vidéo, à laisser tout jouer. Et parfois, s'il fait une faute, on ne sait pas pourquoi d'un coup il la siffle, mais c'est très très Champions Cup ça. Ouais, bah, peut-être parce qu'il est appelé par son petit MO et que du coup il a pas d'autre choix que de la siffler, c'est vrai. Juste pour finir sur Toulouse, effectivement c'est une équipe un peu remaniée. Il faut rappeler quand même qu'il n'y avait qu'une seule équipe jusqu'à ce match-là qui avait remporté le bonus offensif face à... Déjà, il y a peu d'équipes qui gagnent face à Toulouse et très très peu d'équipes qui gagnent avec le bonus offensif. Ça avait été le cas de Montpellier à la 3e journée à Montpellier. Et donc on n'est que la 2e équipe à faire ça sur cette saison. Alors certains diront que on jouait contre une équipe bis ou remaniée. Toujours est-il que l'an dernier, à la même période, on avait surdominé la première mi-temps où on a mis 30 pions. Et derrière, ils étaient bien revenus et on s'était même fait un peu peur. Et au final, on gagne de 8 points sans bonus. Donc c'est quand même une belle performance. Et ils ont quand même offert un gros combat. Ça risque d'être une bonne petite preview de une rencontre en phase finale de Champions ou de Top 14. Donc c'était une grosse équipe.
qui peut être meilleur sur le papier avec des joueurs internationaux qui manquaient. Mais du coup, c'était super intéressant et on s'est bien régalé. Avant de reparler du coup, parce que du coup, j'ai noté quelques points positifs sur lesquels je voulais rebondir, notamment vis-à-vis de l'arbitrage, etc. Mais restons sur les points négatifs. En première mi-temps, on s'est quand même beaucoup isolé. En tout cas, on est tombé, vous l'avez mentionné, sur un Jack Willis qui a confisqué le ballon sur nos offensives. Et moi, j'ai l'impression que c'était aussi à des moments où on a essayé de s'isoler un peu par un Mathieu Jalibert, par exemple, sur une relance. Où, en fait, dès qu'on arrivait dans sa zone, s'il n'y avait pas le soutien qui était là dans le quart de seconde, il mettait ses grosses paluches et derrière, on ne revoyait plus la gonfle, quoi. Ouais, c'est un peu le problème avec ce type de joueur. Après, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on a été dans le dur sur ce secteur en première mi-temps, mais ça a été vite, tu vois, on a vite pallié ce problème en deuxième mi-temps. Tu vois, il y a un autre secteur comme ça, la touche. Je pense d'ailleurs que c'est entre les rucks et la touche et les 2 points qui nous ont pas permis de mettre la main sur le ballon et donc de prendre le match. Je pense qu'on laisse Toulouse dans le match parce que on loupe ces touches qui sont un peu faciles. Je crois qu'on en loupe 3 ou 4. Notamment, il y a une qui est à 5 mètres, on lobe notre boxo. Et plusieurs fois, on fait des touches comme ça. Et sur les rucks, c'était à peu près la même chose. On a été un peu déconnecté, mais ce qui est vraiment ultra positif, c'est que après, on a vraiment bien corrigé en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que Willis, en fait, ça va être une des clés. Hein. Il faudra le cibler. En fait, il faut limite faire un marquage individuel pour le déblayer, quoi. Et Marchand était pas là. Parce que le truc, c'est que quand tu rajoutes Marchand, tu rajoutes le deuxième meilleur gratteur peut-être du championnat. Donc en fait, là, effectivement, si tu peux cibler la zone Willis, et d'ailleurs, effectivement, ça c'était beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Comme tu dis, si tu peux décider de le déblayer, de faire du marquage homme à homme et tout, ça se fait. Par contre, si tu rajoutes Marchand dans l'équation, et moi c'est pour ça que la première mi-temps m'a tendu aussi, je me suis dit Marchand est pas là, donc ils ont leur deuxième dieu du grattage là qui est pas là. Tu rajoutes Marchand dans l'équation, je pense que les rucks ils deviennent vraiment longs, hein, parce la première mi-temps on s'est vraiment fait bouger dans les rucks. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi, le point positif c'est que on arrive à inverser la situation dans la deuxième, mais la première mi-temps, enfin, on a échangé sur WhatsApp pendant le match. Moi, du stade, la première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, je suis vraiment pas satisfait de la prestation globale de l'équipe. Effectivement, la touche à 5 mètres, ça rend fou. Tu loupes 3 ou 4 touches, ça rend fou. La séquence de 20 temps de jeu à la fin de la première mi-temps où tu dépasses la sirène, t'avances pas d'un mètre, voire tu recules, tu te fais gratter le ballon par Willis, justement, donc tu perds le ballon. Si Movaka fait pas une singerie absolue en voulant tenter un truc improbable en feintant même ses coéquipiers, bah en fait tu finis la mi-temps derrière. T'es quand même t'es à 15 à 13-10 je crois. Tu finis à 13-10 et t'es quand même pas serein parce que tu viens en fait de faire une séquence avec 20-25 temps de jeu où t'as reculé et où t'as perdu un ballon sur un grattage. Donc en fait je trouve que la dernière séquence du match elle était hyper significative sur la première mi-temps qu'on faisait. C'est-à-dire la dernière séquence de la première mi-temps, pardon. Sur la première mi-temps qu'on était en train de faire, c'est-à-dire on se faisait bouger dans les rucks et on se faisait bouger à un point où on n'arrivait même pas à développer notre jeu finalement, à part sur 2-3 éclairs où du coup t'as des éclairs de génie individuels, mais sur le collectif, après le premier essai qu'on met, j'ai l'impression qu'on se fait vraiment bouger et ça me plaît pas parce que, encore une fois, c'est pas le très grand Toulouse qu'on a en face de nous, donc ça me fait un peu flipper. À ce moment-là, tu vois, la deuxième mi-temps me fait changer d'avis, mais moi, la première mi-temps, j'avoue que j'étais pas convaincu quand même. Moi, je pensais que c'était vraiment lié à. Je pense que c'est vraiment lié à ce souci de conquête. Hein. À mon avis, si tu as ces 4 ballons positifs pour toi, on était plus dominant devant, on était beaucoup plus lourd, les molles portées ont avancé. Je trouve on a identifié une zone où on était vraiment très bon, c'est le passage dans l'axe. Mais effectivement, et heureusement que en fait, heureusement qu'ils ont un très très grand Willis, parce que sinon, s'il est un peu moins bien, bon, ce qui arrive rarement, mais ça peut arriver, ils sont clairement en difficulté je pense sur quelques séquences. Mais après, effectivement, quand t'as pas tes ballons d'attaque, c'est vrai que c'était plus compliqué. Moi, c'était vraiment ça. Je me suis dit putain, on n'a pas Cameron et t'as l'impression qu'on est un peu perdu dans les annonces, alors que t'as des super jumpers. Et d'ailleurs, en deuxième mi-temps, on l'a vu.
On a fait sauter Mathieu, on a fait sauter Beauchaton qui est rentré parce que Gazzotti s'est pété, et ça allait mieux. On a trouvé ses zones. Même Connor ça, quand il est rentré, il a pu régler ça aussi. J'ai dit connard, putain. Et Connor ça, il a pu régler ça aussi. Là, t'as enchaîné, là. Masterclass, là. Ouais. Mais du coup, ouais. Heureusement qu'on a corrigé le tir et ça a permis après de faire la différence, quoi. Et que je suis obligé de glisser un petit mot pour Eric Bailly, et chaque fois je lui tape dessus, donc au bout d'un moment ça va faire très ciblé, mais c'est pas le cas. Je n'ai rien contre Eric Bailly. Mais petit moment où il dit tiens, en parlant de crunch, parce que je crois je sais plus ce qu'ils évoquaient, mais bon bref, tiens, en parlant de crunch, il y aura très bientôt un crunch ici au Stade Atlantique, et je me dis incroyable, Canal+ va faire de la pub pour les filles alors que le match est même pas retransmis sur Canal+, puisque le 17 mai il y a France-Angleterre, tournoi destination féminin, donc qui sera certainement la finale du tournoi en plus. Et donc je me dis trop cool. Et là il dit oui, en effet, le Crunch Creator. Et là, je me dis, c'est pas bien ça, parce que rien contre le Crunch Creator, c'est un très beau projet qui va certainement faire découvrir le rugby à plein de gamins qui sont pas forcément de cet univers-là à la base. Donc c'est cool, c'est une très belle pub pour le rugby, c'est un projet ambitieux, c'est une boîte bordelaise qui porte le truc et tout, donc c'est bien. Mais du coup, par contre, tu peux pas, en parlant de crunch au Stade Atlantique, tu peux pas citer le crunch créateur et pas citer les filles. C'est catastrophique de faire ça. C'est un truc de fou. Surtout que les filles, c'est une semaine avant. Donc c'est le 17 mai et le crunch créateur, c'est le 23, qui est le jour de la finale de Champions Cup. Enfin, bref, voilà. Mais c'est quand même bon. Du coup, petit tir à Eric Bailly quand même, pas. Parce que oui, le crunch créateur, c'est en partenariat avec Canal+, mais bon. Si t'es vraiment fan de rugby et Canal essaye de faire des trucs pour le rugby féminin apparemment, bon, tu mets un petit mot quand même sur les filles à Bordeaux, histoire de continuer à remplir le stade et de tenter un record, tu vois, du match féminin le plus vu en France. Enfin, je sais pas. Je trouvais ça un peu étrange de citer que le Crunch Creator. Voilà. Ouais, bah, il devait le placer. Ça a été maladroit. Il aurait pu citer les filles. Je pense qu'il avait pas ça en tête du tout. Mais effectivement, du coup, c'est bien de le rappeler qu'on a le crunch, le vrai. France-Angleterre au rugby à 15 qui arrive le 17 mai. Il doit rester des places, j'imagine. J'avoue que j'ai pas radé parce que moi j'ai déjà les miennes. Je l'avais acheté en pack avec le match des Fidji. Donc effectivement, c'est bien de rappeler qu'il y a ce crunch-là et ça peut être très cool d'essayer de battre des records. Donc n'hésitez pas, tu l'as dit, aller voir les filles, c'est quand même super cool, que ce soit Saint-Germain avec les Lions ou au Stade Atlantique avec l'équipe de France, une petite Marseillaise contre God Save the King, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que vous aviez d'autre à soulever? Je crois que Dylan, toi, tu avais les réceptions d'envoi. Ouais, enfin ça c'est un truc qu'il faut qu'on règle aussi parce que j'ai l'impression qu'on en parle quand même beaucoup. Vous en parlez beaucoup et qu'à chaque fois que je viens on en parle aussi. Et encore une fois, pas Woki et tout, mais t'as quand même Coleman, t'as des mecs qui sont assez patrons dans ce secteur-là et le renvoi, tu marques un essai, tu prends un renvoi, les mecs ils ont le ballon dans tes 10 mètres, c'est pas possible en fait. C'est devenu c'est un truc qui a toujours été important, mais on sait que c'est un vrai sujet depuis quelques années, depuis quelques saisons. En fait, il faut bien réagir à un essai que tu viens de marquer. Tu peux pas effacer le positif, l'essai que tu viens juste de marquer en étant déjà sous pression dans ton camp. Surtout qu'en plus, nous, on a la chance d'avoir Lucu, par exemple, qui nous dégage sur la ligne des 50 à chaque fois. Donc, juste sécuriser le ballon, tu vois. Et se faire lober dès les 10 premières minutes, il n'y a pas la fatigue, il n'y a pas tout ça qui rentre en jeu, il n'y a pas le manque de lucidité, enfin t'es encore frais, c'est pas normal quoi. Ça c'est un vrai problème. J'ai l'impression que c'est un truc redondant quand même depuis quelques temps. Ouais, et puis en finale, il nous avait vraiment mis la misère là-dessus, hein. C'est vrai que bon, il les tape super bien. Il y a ça aussi, mais il faut vraiment qu'on règle ça parce que tu valides pas tes points marqués, c'est l'enfer. Vas-y, bah, enchaîne avec tes points, Yann. Ouais, bah, juste des petits points. Il y a les blessures, on va espérer que c'est pas grand-chose entre Caso et Gazzotti. Surtout qu'on va parler peut-être dans les actualités du club, mais bon, on risque de perdre un mec en seconde ligne. On loupe encore des points au pied. On loupe 7 points au pied, donc ça aurait pu nous permettre en fait de prendre un peu plus de large et le score et donc un peu de distancer le stade. Et puis après il y a un petit point, c'est juste le langage corporel de Rayassi. C'est vrai qu'à chaque fois on le dit, mais c'est en plus ça le dessert. Il est un peu pénible entre sa passe à une main dégueulasse pour Moefana, au centre du terrain, il y a un moment il va à 2 à l'heure pour attaquer. C'est dommage parce que
quand tu revois son match en 15, où parfois il avait un peu de mal, son match est plutôt bon, tu vois. Il y a 5 duels aériens qui jouent, je crois qu'il en capte 2 directs, et puis après il y en a 2, c'est à la retombée, mais en tout cas on s'est pas perdu. Il fait plutôt un bon décalage et 2 superbes coups de pied qui inversent la pression. Au moment où il y a Madoche qui est pas loin en fait de mettre la pression à Ntamak, et donc il est obligé d'aplatir et pour un renvoi au 5. Donc ouais, il faut qu'il arrive à, je sais pas, à se forcer à s'énerver. Pareil, quand il défend, à courir à côté des mecs, c'est hyper énervant en fait. Sur l'essai refusé de Ntamak. Ah ben oui, en fait ça, je sais pas. Il faut qu'il se mette des coups de casque avec qui, je sais pas. Il faut qu'il s'énerve en fait. En fait, il faut qu'il s'énerve. C'est vraiment l'archétype du Fidjien. Genre, tu demandes à quelqu'un de te créer un Fidjien au rugby en labo, il te crée Rayassi, tu vois. Capable de faire des trucs improbables, mais alors vraiment attitude dilettante complet, quoi. Et comme en plus le match, il fait pas un mauvais match, hein, mais c'est juste qu'effectivement il y a des moments où tu fais mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout. Il te rend dingue alors qu'il fait pas un mauvais match. Mais j'avoue que l'attitude elle est des fois c'est un peu dur, hein. Non, c'est vrai qu'il est plutôt très positif, mais c'est pas sur son coup de pied justement quand tu dis le renvoi où Madoche met la pression à Ntamak, c'est pas sur celui-là où on met le premier essai, il me semble. C'est possible. Mais oui, non, plutôt très positif, mais des fois t'as l'impression t'as un peu l'envie de le secouer, mais c'est un peu comme ça qui performe, hein, donc pourquoi pas, un peu comme un Penaud, tu vois, des fois tu dis mais qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ce body language, et pourtant c'est aussi ça qui le rend très très fort. Dylan, toi t'avais d'autres points ou pas? Nope. Eh bien, je vous propose qu'on passe au point positif. Bon, pour commencer les points positifs, moi je vais peut-être commencer, tiens. J'ai trouvé que c'était bien parce que c'est un point qu'on a soulevé très régulièrement, un peu trop régulièrement récemment, c'est qu'on ne s'est pas éparpillé avec l'arbitrage notamment. C'est justement les Toulousains qui ont eu un bras cassé transformé en pénalité en deuxième mi-temps. Nous, on est resté assez concentrés, même s'il y a pu avoir des Penaud ou Lucu qui ont peut-être un peu rouspété, mais dans l'ensemble, on est resté quand même très serein, très calme. On a essayé d'indiquer certaines erreurs à l'arbitre, mais sans en faire trop. Effectivement, tu as mentionné Yann Jack Willis, peut-être que lui, il est allé un peu trop loin et qu'il a énervé l'arbitre. Nous, on n'a pas franchi cette ligne-là. Et même quand Willis chambre Jalibert sur le premier essai de Ntamak, bah voilà, on n'a pas fait 3 caisses, on est resté dans le match. Enfin, il y a vraiment. Je trouvais qu'on a mis l'énergie au bon endroit et on s'est pas dispersé. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que en deuxième mi-temps, on a pu passer un cap et trouver une belle dynamique. Et ça, c'est une remarque qu'on avait faite à notre invité d'ailleurs. Teasing. Mais du coup, c'est super cool, quoi. Parce que c'était vraiment un problème identifié, et c'était agaçant parce que je trouve qu'on se perdait dans les matchs. Et là, effectivement, en plus, là, on voit que c'est hyper positif parce que il y a des tournants du match, c'est ça. La touche loupée de Movaka, et après ils râlent, ils prennent 10 mètres, et après on repart chez eux, et bien on va marquer, quoi. Et après, le match, il est plié. Donc, très très important. Je pense que l'attitude qu'on a envers l'arbitre, ça peut vraiment changer sur ces petits détails, mais qui sont extrêmement importants. Même parfois, tu vois, c'est parfois il peut récompenser un grattage qui n'était pas forcément, ou une attitude. Enfin voilà. Donc ouais, t'as raison, c'est vraiment un excellent point pour moi. Moi, je voudrais souligner. Je voudrais commencer par souligner le retour de Tamboué, parce qu'il revient. C'est pas, enfin bon, c'était son match de reprise en titulaire à domicile. Enfin voilà, c'était son gros match de retour avec l'UBB. J'ai bien aimé son attitude, beaucoup d'envie offensive, beaucoup d'envie d'être sur tous les ballons, beaucoup d'envie de relancer les ballons, beaucoup d'envie d'aller au contact, En fait, c'est pas évident parce que tu arrives de Montpellier où ça a été assez catastrophique. Enfin voilà, on va être tout à fait franc, son passage à Montpellier, c'est un enfer pour lui. Il a très peu joué, le peu de matchs qu'il a fait, il a pas réussi à s'imposer parce que je pense qu'il rentre pas dans le système tout simplement. Et que c'est une doublure parfaite à Louis en fait, ce genre de joueur gros sprinter. C'est pas le même type de jeu que Louis, on va pas résumer ça comme ça, mais gros sprinter capable de te faire des grosses différences sur de la vitesse pure, où on met des coups de pompe et on peut le laisser chasser. On l'a vu 2-3 fois où les Toulousains ils sont revenus, il y avait Tamboué derrière, bon ils étaient pas sereins tu vois.
Donc je suis content pour lui, beaucoup d'envie, beau retour, ça fait vraiment plaisir parce que il revient dans un contexte compliqué, en sortant d'un contexte compliqué. Lui, il avait pas envie de partir de l'UBB. Il marque un essai, il embrasse le blason avec. Bon, tu vois que c'est pas répété, tu vois, il est juste content d'embrasser l'écusson de l'UBB. Donc ça me fait plaisir pour lui. En plus, tout le monde s'accorde à dire que c'est quand même un super gars. Bon, il se fait engueuler à un moment donné par Penaud sur un 2 contre 1. Voilà, il dit pourquoi tu croises, si tu restes dans ta ligne, on la met. Bon, c'est pas grave. Moi, excès d'envie au pire, mais gros match de Tamboué dans ce contexte-là, dans un match de reprise, dans son ancien club, / nouveau club, après un passage compliqué, franchement cool. Et Penaud. Alors je pense qu'on va en parler, hein, mais Penaud, gros match. Juste pour finir sur Tamboué, quand il embrasse l'écusson, il embrasse un tout petit peu trop bas, il a 2 doigts d'embrasser ce mauvais carré bleu là. Mais... après il a le droit d'embrasser les deux, hein. Un mauvais carré bleu qui le paye aussi. Ouais. Petit big up à une agence immobilière bien connue de la région bordelaise. Mais non, mais même sur les chasses, ouais. que ce soit offensivement, défensivement, il a été très très bon. Oui, il a fait exactement le match qu'il devait faire en fait. Il a fait le match quand t'es la doublure du meilleur ailier du monde actuellement, tu vois. Parce que dire que t'es la doublure de Biel Biarré, c'est quand même, c'est pas une mauvaise chose, tu vois. Ouais, voilà. et même plus que ça, parce que forcément, tu as évoqué Penaud, mais ça veut dire qu'il y a peut-être une place à l'aile qui va se libérer. Donc après, Effectivement. est-ce que tu mets pas 2 chasseurs hors pair comme ça, une aile Je à une pense autre? que suivant l'adversaire, ça peut être phénoménal. Par contre, si t'as les deux en même temps, suivant l'adversaire, ça peut être vraiment une dinguerie à utiliser avec parcimonie, parce que Tamboué, il peut avoir aussi il avait à l'époque du moins quelques errements défensifs et de placement parfois. Donc à utiliser avec parcimonie, mais effectivement, par contre, avec le fait que Penaud glisse au centre. Maintenant, est-ce que Penaud s'installe au centre? Est-ce que là, c'est parce que, effectivement, comme Deporter, il est pété, on essaie de trouver un truc périn en 13 et pas faire JVR 12, Moefana 13? Je sais pas, mais le pari, je pense qu'on est nombreux supporters à en avoir parlé quand la compo a été annoncée, à dire ah, Penaud 13 et Huberti 14, bizarre. Gros pari, et bah là, pari gagnant, hein, parce que Penaud, il a fait un match, en fait ça fait longtemps je trouve, qu'on n'avait pas vu, et qu'on avait peut-être oublié d'ailleurs, à quel point Penaud c'était un colosse. Je pense que les gens avaient oublié que Penaud physiquement c'était un monstre, qu'il était grand, qu'il était hyper costaud, et qu'il était solide à l'impact. En fait on le voit tellement avec des courses chaloupées, mettre des raffus improbables, éviter des plaquages en se déhanchant tel un danseur de Copacabana, que tu te dis, t'en oublies qu'en fait il est vraiment physiquement très costaud, Penaud. Et là, en fait, le voir au centre du terrain avec des courses tranchantes, avec des courses rentrantes, où il arrive lancé sur le centre du terrain. En plus, en face, il a quand même pas n'importe qui, tu vois. Parce que Gourk Barassi au centre, là, on est sur une paire quand même très solide. Il a fait un match exemplaire et il n'y a pas eu de trou défensif non plus remarquable dans le mauvais sens du terme. Moi j'ai trouvé qu'il avait vraiment fait un sacré match, et oui effectivement il a joué en 13, les Clermontois adorent nous le rappeler là sur les réseaux sociaux depuis 3 jours, mais Ah ouais. c'était il y a 10 ans. Bon, il a fait une très belle finale en 2017 effectivement en 13, bon c'était il y a 10 piges. Alors, il a fait un match, Il est installé en 14. il a fait un match titulaire en 13 cette saison. Oui, et qui était pas dingue d'ailleurs. Non, c'était à Toulouse. Il avait fait un match correct, mais ouais, voilà. Mais bon, il avait été un peu, voilà. Donc là, il a fait un très beau match. Même le micro, c'était cool parce que Bru explique qu'il l'a mis là parce qu'il avait besoin d'un leader au centre du terrain en l'absence de Deporter, donc d'un leader vocal aussi. Et en fait, le micro canal te montre qu'effectivement, il a été un leader vocal pendant tout le match. Frère. Parce que tu l'entends appeler les ballons, tu l'entends râler sur ses copains, même les insulter et tout. Mais ça, c'est pas grave, hein. Si ça a choqué des gens, c'est comme ça que ça se passe dans une équipe. C'est pas de ses rugby, copains, hein. c'est ses frères. Oui, voilà, c'est ses frères, Ses oui, frères. d'ailleurs. Mais je trouve qu'il a fait un sacré match, et bravo à lui parce qu'encore une fois, ça fait depuis 2018 ou 2019 qu'il joue plus en 13, donc c'est pas rien quand même. Ouais, mais je pense que il va s'installer à ce poste-là pour cette fin de saison, hein. Enfin, là pour moi c'était un test grandeur nature. Nous on pensait que ça allait plutôt être Van Rensburg 12, Moefana 13, mais force est de constater que ça a plutôt très bien marché. Il fait 8 offloads. Il fait un match énorme, il met son essai, bonne connexion avec Moefana qui fait un gros match. Ça permettrait d'installer Tamboué ou Rayassi en 14 à la place de Penaud. En fait, tu te dis que c'est peut-être la moins mauvaise des solutions. Au contraire, tu perds Deporter certes, mais tu as quand même un 13 en Penaud qui est très très fort. À l'aile, du coup, tu as aussi un joueur très très fort.
Malheureusement pour Pablo Huberti, ça aurait pu être l'occasion de jouer un peu plus, mais sur les gros matchs, je pense que ça va être cette paire de centres Lyon. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, moi, la seule inquiétude qu'on avait, et qu'en fait on avait tous, c'est savoir si lui, il se sentait de jouer 13, et notamment dans son implication défensive. Parce qu'en fait, c'est que là le problème. Offensivement, on savait qu'il est extraordinaire. Il est extraordinaire à l'aile. Je vois pas pourquoi il serait pas extraordinaire en 13 où tu as aussi autant d'espace. Donc, et on l'a vu. En plus, comme l'a dit Dylan, il est ultra costaud. La pommette qu'il met à Aroumat, il lui met sur les fesses et après il accélère. Bon, après il y a Tomboy qui croise, on sait pas trop pourquoi, mais non, non, moi j'avais aucune inquiétude dans l'attaque, mais effectivement, c'était plus dans la partie défensive, et force est de constater qu'il a répondu présent, puisqu'il loupe qu'un plaquage. Et voilà, après il y a des connexions à trouver, hein, forcément, entre son 14 et son centre. Mais voilà, ça c'est en jouant et en enchaînant les matchs qui pourra enchaîner. On l'a vu, hein, au niveau international quand il y avait Yoram et Barassi, c'est deux excellents joueurs. Mais comme ils jouaient très peu ensemble, et bien les connexions défensives parfois, et bien on loupait les plaquages parce que c'était pas la bonne montée. Là, je les ai trouvés plutôt sereins, donc clairement à revoir, parce que je pense que c'est ce qui va être installé pour la suite des événements, et notamment ces matchs de phase finale, quoi. Après, moi, ce que j'ai aimé, parce que bon, on l'a évoqué dans les points négatifs où on a eu cette problématique dans les rucks et dans la touche, mais je trouvais que le pack a super bien réagi, et notamment en deuxième mi-temps, il y a dû avoir vraiment un basculement, et on avait vu cette image où les gros s'étaient rassemblés, et je pense qu'après ils ont pris un peu ce match en main, et du coup, je les ai trouvés extrêmement performants. Et il y a un joueur il y a deux joueurs enfin trois joueurs devant qui m'ont vraiment fait plaisir. Un joueur qui a vraiment fait basculer, je trouve que c'est Sadi. Parce que Big Ben, il a fait quelques fautes un peu débiles. Et quand Sadi est rentré, en fait, il a obtenu 3 pénalités. Il fait un grattage, et une fois, il me plie malaise, et une autre fois, c'est pareil, il me replie malaise. Donc, il obtient 2 pénalités en mêlée. Ce grattage sur ce ruck était extrêmement important, parce qu'on enchaînait, on prenait des séquences, et il a cassé le truc. Et la force aussi dans les molles portées. Je trouve qu'il a, au niveau des molles, il a vraiment extrêmement apporté, comme peut le faire Big Ben. Mais Big Ben, il a été un peu à contre-temps. De toute façon, moi, enfin, maintenant, ça va être assez clair, hein, je pense, pour le staff. Ça va être plutôt l'impact player. À mon avis, Sadi va débuter tous les matchs maintenant. Enfin, en tout cas, quand il sera pas mis au repos, tu vois, les gros matchs, en tout cas, c'est lui qui va le débuter, je pense. Et Big Ben sera meilleur en impact player. Mais c'est vrai qu'il a vraiment changé ce match. Et le joueur aussi que j'ai adoré devant, et après, je vous laisse, c'est Poirot. Poirot, je trouve qu'il fait encore des matchs de fou. À un moment, je voyais Perchaud qui commençait à basculer et à vouloir prendre cette place de numéro 1. Mais là, depuis quelques semaines, Poirot, il est juste impressionnant. C'est-à-dire qu'il fait enfin, il fait plus de fautes. En mêlée, il est solide. Il porte énormément de ballons. En fait, il a des standards en fait de niveau, enfin, d'international, quoi. Tu vois, quand tu compares alors pas Gros, parce que qui est quand même quelques tons au-dessus, mais quand tu compares le remplaçant de Gros qui est Netty, je trouve que Jeff Poirot cette année et en ce moment, il a rien du tout à lui envier. Donc vraiment très satisfait aussi de ce match de Jeff Poirot qui, ouais, on se dit c'est presque dommage qu'il prenne sa retraite bientôt, quoi. Je pense que Poirot est meilleur que Netty. En ce moment, hein, j'entends. Enfin, moi, tu t'appelles Poirot en équipe de France à la place de Netty, en plus avec l'expérience qu'il a Poirot déjà. Moi, je tombe pas par terre, tu vois. Voilà. Je trouve moi aussi que depuis. Il a eu une mauvaise saison où il est vraiment passé à travers, il y a 2 ans, je crois. Depuis la saison dernière, il est revenu à un niveau, franchement, chapeau. Rien à dire. Moi, en parlant des gars de devant, du coup, BVT, Bastien Verne Taillefer, le match qui sort, un truc de fou, genre 23 plaquages. Et alors, l'activité dans tous les rucks, à chaque fois qu'il doit porter un ballon, il met un impact fou, il avance. C'est un des meilleurs matchs que j'ai vu de Verne Taillefer, je crois, à l'UBB. Genre, vraiment, match ultra complet. Et sur le premier essai, il est hyper important. Et il y a une séquence aussi où il tente un grattage, il se fait déblayer violent, vraiment. Il retombe, il se relève, il plaque le porteur d'après, il se remet debout. T'es là, tu fais waouh, il avait une envie. Il était en canne. Il a fait un match vraiment beaucoup aimé il a été ultra propre et j'ai beaucoup aimé son engagement physique sur le match. Franchement, rien à dire parce que
bon, on va citer personne, mais la troisième ligne Yaourt Nature, etc. BVT, il est souvent très sous-estimé. Il fait partie de ces joueurs très sous-estimés. Là, sur ce match, il a mis tout le monde d'accord, je pense, sur le fait que tu peux voyager quand même avec lui, hein. Ouais, et puis c'est cool. Ouais, je te coupe 2 secondes, Cyril. Ce qui est cool, c'est qu'en plus, enfin, tu vois, le mec pourrait se sentir. Enfin, il pourrait se déconnecter un peu du groupe, tu vois, vu qu'on sait qu'il va partir l'année prochaine. Et enfin, le mec, c'est un soldat, il est toujours présent. Franchement, c'est chapeau parce que mentalement, c'est fort. Et c'est vrai qu'il fait un match de fou et même hyper important à un moment en touche, c'est lui qui fait ce bloc saut et il y a le lancer qui est pas droit. Tu l'as dit avec ses relais dans l'axe, il a été extraordinaire là-dessus parce qu'il nous a mis dans l'avancée. Ouais, franchement, un match et même je crois que sur le quand Movaka, on sait pas ce qu'il fout à rejouer alors qu'ils avaient récupéré le ballon, c'est lui avec Beauchaton qui obtient la pénalité. Donc ouais, vraiment un match de très très costaud. Mais il y a des places qui se jouent là, hein. Là, c'est Bastien Van Taillefer, il profite du peu de chances qui lui sont données pour essayer d'aller gratter sa place dans les 23 pour les matchs qui vont compter. Donc, gros match. Il marque des points, ce qui pourrait lui servir pour cette fin de saison. Tout comme le banc, hein. Le banc, la plupart des morts de faim qui sont débarqués. On a mentionné Pierre Beauchaton, mais Boris Palu, l'entrée qu'il fait aussi, il rentre à la mi-temps pour Coleman. Coleman qui re-rentre ensuite quand Cyril Cazot se blesse. Van Rensburg, Arthur Retière. Et celui que j'ai beaucoup aimé, c'est Charles Mousquet. Il se récompense avec ce petit essai, d'ailleurs, qui est délicieux avec ses petits steps. Bon, c'est sur Verger, Saito et Colombe, il me semble. Colombe. Donc bon, c'est peut-être pas les plus gros défenseurs à ce moment-là du match, mais toujours est-il qu'il se paye un peu. Moi, j'aimerais bien le voir un peu plus, mais c'est vrai que l'arrivée de Tamboué, du coup, ça le barre un petit peu. Rayassi semble fixé en 15, donc il profite des petites minutes qui lui sont données, ça c'est très cool. Mais dans l'ensemble, on sent que tout le monde a envie de gagner sa place pour ces 23 et c'est une émulation qui est très positive. Et là, il va y avoir un match, on en parlera après, mais ce week-end où il y aura aussi des minutes données à des joueurs qui n'en ont pas autant qu'espéré sur cette saison et qui pourraient aussi avoir des gros points à marquer. Il y en a d'autres qui ont peut-être marqué un peu moins de points. On a mentionné Pablo Huberti qui bénéficie pas du coup de ce repositionnement de Damien Penaud en 13. Voilà, c'est maintenant ou jamais qu'il faut convaincre le staff. Alors il y a les entraînements, mais les matchs comptent aussi beaucoup. Ouais, carrément. Mais Shan, je suis vraiment content pour lui. En plus, c'est bien parce que tu vois, tu dois être frustré un peu quand t'arrives, bon, même si t'es un U20, t'arrives dans un nouveau club. En plus, tu commences le début de saison et finalement, t'es pas aussi performant parce qu'en fait, t'es jeté titulaire dès le début. Et après, t'es quasiment mis un peu de côté et tu fais que les entraînements. Tu te dis, ah, est-ce que je vais jouer, est-ce que je vais jouer? Après là, c'est Rayassi qui prend ma place en 15. Enfin, tu vois, Ouais. là on recrute Il y Tamboué. a Mais là, tu vois, ton petit pote à la compote, Yon, qui part dans l'héros. c'est ça. Donc après, tu dis, bon, j'ai déjà plus de chances de jouer maintenant. Non, mais en tout cas, ouais, non, c'est compliqué. Et là, tu vois, il fait une rentrée. Tu vois, il en a pas trop fait, mais il a fait ce qu'il fallait. Il a joué sur ses qualités, explosivité. Il est ultra solide malgré son petit gabarit. Je trouve je sais pas comment enfin, il arrive à orienter le point d'impact. C'est toujours très très fort comment il fait. Il est très très compliqué à prendre. C'est pas pour rien que parfois il pensait à le tester de temps en temps en 13 parce qu'il a cette explosivité et ce fait avec ses petits appuis et ce haut du corps à basculer la pression. Mais ouais, je suis très content pour lui. Et globalement, le banc, de toute façon, a été très positif, hein, tu l'as dit, pas lu. Il nous a un peu sécurisé, il nous a remis dans l'avancée. Il sécurise un ou deux renvois. Beauchaton aussi, qui a fait un gros travail. Alors même s'il était parfois à la limite, c'était un match de reprise et il a été extrêmement présent. Donc ouais, là, il y a une belle émulation, un beau groupe, donc c'est plutôt cool. Et en plus, c'est drivé après par une charnière internationale, quoi. Donc là, en fait, au début, on était un peu en difficulté, et après, en fait, ils ont un peu pris le match en main avec un pack qui commençait à dominer. Et en fait, c'était n'importe quoi. Lucu qui balance des coups de pied énormes et Mathieu qui s'amuse un peu avec des coups de pied de pression. On est à 62% d'occupation en deuxième mi-temps. En fait, Toulouse, effectivement, ils avaient la possession, mais quand tu as la possession de tes 22, en fait, ça sert à rien, quoi. Et on les a maintenus là-dedans et il a accéléré quand il a voulu.
Son temps d'interception, elle est délicieuse. Sa pénalité qui joue vite, bon, même si c'est pas forcément au bon endroit, mais en tout cas, elle est magnifiquement bien jouée. Et puis après, il fait ce petit par-dessus. Ouais. Quand il est comme ça, quand même, il surfe sur son tour à destination. Il était quand même intouchable. J'étais content qu'il sorte et surtout pas blessé. Et là, c'est voilà, des bonnes vacances pour lui parce qu'on aura besoin absolument de lui à haut niveau parce que sinon on passera pas. Parce que, en fait, le match s'est joué exactement de la même façon que c'était joué la demi-finale de Champions Cup, sur l'occupation où on les a enfermés dans leur camp pendant toute la deuxième mi-temps. Et comme en demi-finale de Champions Cup, il manquait Dupont et Ramos qui sont les dépositaires de ce jeu-là, tu vois, en face. Donc c'était pas débile de mettre la même stratégie en place, hein, du coup. Mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et moi, je voudrais aussi faire un big up à. Bah, là, c'est mon poste en plus. Hein, donc j'observe avec beaucoup d'attention. Mais Moefana, qui commence à retrouver du rythme là un peu. Parce que j'étais inquiet pour lui. Parce qu'au-delà du fait que c'est une personne qui m'a l'air tout à fait sympathique, qui a l'air absolument adorable, c'est quand même un immense joueur. Et c'est le meilleur joueur du tournoi Destination l'an dernier pour moi. Alors on a élu Loulou parce que il bat tous les records et ça va être pareil cette saison d'ailleurs. Mais Moefana l'an dernier il fait un tournoi phénoménal. Il est phénoménal chez nous. Il fait une Coupe d'Europe incroyable. C'est le meilleur centre d'Europe l'an dernier. Il casse la gueule à tout le monde. En attaque, en défense, partout. Et là, cette saison, retour de blessure compliqué, il fait un mauvais tournoi et c'est pas de sa faute. Enfin, il fait un bon match contre l'Irlande, mais bon, son retour est très très compliqué, notamment contre l'Écosse. Et là, il fait vraiment un bon match. On retrouve le Moefana, tu sais, dans les attitudes, par exemple, où il est tranchant, il est impactant, il est solide, il a envie, il est bien positionné. Enfin, on a retrouvé le Moefana. Alors, il manque encore un peu de rythme, je pense, pour être vraiment le game changer qu'il a été il y a un an. Mais on retrouve un Moefana plus en forme, plus à l'aise, tu vois, plus fluide. Et ça fait plaisir. Et puis son coup de pied est délicieux. Hein. Ah ouais, oh là là, mon Dieu. Parce D'ailleurs, que là, je pense qu'il faut le mettre en 10. Hein. Je pense que non, mais c'est fini, tant pis. Hein. tout le monde croit qu'il va taper, qu'il va mettre le bras sous le ballon et rentrer comme il arrive à très bien le faire. Et là, il me fait ce petit coup de pied délicieux. Le coup de pied est fou. Le coup de pied est fou. Il est parfait. Moefana, je trouve que on sous-estime sa saison. Il a été blessé pendant très longtemps, donc même blessure que Nico Deporter. Quand il revient, il est quand même globalement très bon. Je me rappelle de débriefs qu'on a pu faire en fin 2025 où on est très très content de ses performances, qu'on est très content de notre paire de centre. Il se reblesse, il revient face à la section paloise, il joue une demi-heure, il traverse pas le terrain, il te fait pas gagner le match, grosso modo. Il fait ensuite, tu l'as dit, une rencontre un peu cata même très cata contre l'Écosse. Mais de suite, on dit que Moefana n'est pas au niveau, etc. On l'a pas vu. Bah oui, il a été blessé. Mais le peu qu'on l'a vu, ça a été quand même très satisfaisant globalement avant qu'il se blesse. C'était au genou. Là, il a eu un match kata et un match de reprise à Pau, mais aucun doute sur le reste de la saison de Yoram Moefana qui va nous faire énormément de bien au centre de terrain. C'est toujours un des meilleurs 12 d'Europe. Hein. Enfin, et c'est pour ça, moi, que j'avais eu le débat avec un Palois juste avant quand il s'est pété justement ton destination, où le mec me dit oui, Broboiry met une énorme concurrence avant même le match que joue Broboiry, tu vois, avant même, je crois que c'était contre le Pays de Galles. Le Broboiry met une énorme concurrence à Moefana. Bah attendez, il a 0 sélection, on va peut-être pas descendre de suite le joueur qui était peut-être notre meilleur joueur et même le meilleur joueur du tournoi l'an dernier et qui était potentiellement le meilleur centre d'Europe sur la saison 2024-2025. Bon, on va peut-être se calmer 2 secondes. Et Broboiry a fait 2 très bons matchs et Broboiry est un talent immense. Mais moi, je suis d'accord avec toi, on va pas enterrer Moefana. C'est juste que j'étais content de le voir reprendre du rythme parce qu'après, c'est juste ça en fait. C'est juste une histoire de rythme. C'est-à-dire que quand t'es pété 2 fois dans la saison, le retour est compliqué. Et en plus, en Écosse, et ça pareil, hein, il retourne contre peut-être la meilleure paire de centres actuelle. Et surtout avec potentiellement le meilleur 12 du monde en face de lui en ce moment. Enfin, je veux dire, Tupulutu, Menoncello, ça se joue un peu, tu vois. Des mecs qui marchent sur l'eau. Donc toi, t'es en phase de reprise, tu te retrouves en face de Tupulutu. C'est un match à oublier, c'est comme ça, il y a rien de dramatique, tu vois. Mais c'est juste que du coup, ça faisait plaisir de le voir revenir là, reprendre du rythme et retrouver un peu les attitudes on lui connaît en tant que supporter bordelais.
Parce que s'il reprend du rythme à ce moment-là de la saison, c'est parfait, tu vois. C'est le moment pour retrouver le très grand Yoram Moefana, c'est maintenant qu'on va en avoir besoin, hein. Très clairement, très clairement. Il y a un autre joueur que on a peu cité, c'est Marco Gazzotti. Alors il sort relativement rapidement, remplacé par Pierre Beauchaton, mais il récompense d'ailleurs un gros combat des avants dès la 6e minute. Lui, il part sur des gros standards et puis il se pète. On espère que c'est rien de grave. J'essaie de lui envoyer un petit DM sur Insta, mais pas eu d'infos. Mais grosse entame de match de sa part et si il revient comme là ce qu'il a été sur ce début de match, franchement ça va être aussi un bel exercice pour Yannick Bru de choisir sa troisième ligne. Ouais, c'est clair. Ouais. En plus, t'as Woki qui va revenir. Il y a peut-être un jour Jean-Luc Dupris qui va jouer quand même. Ouais, ce serait pas mal. Ce serait bien qu'il joue un jour, quand même. Mais ouais, il y a du beau monde. Beauchaton revient et tout, donc c'est cool. C'est au meilleur moment, tu me diras. Donc c'est maintenant que les mecs doivent être là. Hein. Ah, c'est là où on a le plus de profondeur, la troisième ligne, hein. On a vraiment une très très grosse troisième ligne, et Tom Willis n'est pas encore là. Mais on a vraiment une très très grosse troisième ligne, et effectivement, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Cyril. BVT qui monte en régime là au meilleur moment de la saison aussi, parce que là on va arriver dans les phases finales de Coupe d'Europe, on espère aller le plus loin possible. Tu vas avoir besoin de tout le monde sur le pont là, hein, parce que tu as des déplacements, va falloir aller gagner des matchs en top 14 si tu veux être solide dans le top 4, tu vois. Sans même parler de top 2, et bah, il reste 4 matchs à gagner pour être champion d'Europe, hein. C'est pas beaucoup et en même temps c'est énorme, parce qu'il y a au moins une ou deux équipes qui t'attendent sur la route qui sont quand même des belles équipes. Donc si tu arrives à avoir un 23 solide quasiment toutes les semaines en faisant tourner, et notamment en troisième ligne, si c'est pas trop grave pour Gazzo, si Jean-Luc Duprez revient, etc., ça peut quand même. Tu peux aligner des sacrées troisième lignes, hein. Mathieu, c'est pareil, on n'en parle pas de Mathieu, mais Mathieu, il est tout le temps là maintenant, ça y est, hein. Et il loupe pas les matchs. Alors il fait une passe de basketteur manqué à un moment donné, mais il fait pas de mauvais matchs. Mathieu, ce que j'écrivais dans le groupe WhatsApp, faut qu'il arrête de se prendre pour un Fidjien par contre, parce que ça fait 2-3 offloads qui tentent sur les 2 derniers matchs, ça fonctionne pas. Ça va en touche systématiquement. C'est pas un offloader, c'est pas un offloader, c'est pas grave. D'ailleurs, big up à Damien Penaud qui bat le record d'offload. Il égalise le record de Radradra. Il égalise. Je croyais que c'était 7 et qu'il passe à 8. Hein, il égalise. Il me semble que c'était 8 et il égalise Simi Radradra. Mais bah, ouais, Penaud, par contre, en termes d'offload, attention, hein, ça arrive vite dans la défense, ça coupe tout, ça met un offload, ça te met dans l'avancée. Il a fait un sacré match, je suis content ça aussi, hein, parce que vraiment, l'absence de Deporter, je crois qu'on a tous eu la même réaction. On s'est dit, fin de saison pour Deporter, ça par contre, ça fait chier. Parce que là, vraiment, ça nous met dans la merde. Le rugby, c'est pas un sport individuel. Mais par contre, il y a des joueurs qui sont à des postes clés, qui sont des joueurs importants sur plein de plans et sur ton système de jeu et tout. L'absence de Deporter, c'est le genre de facteur qui fait la différence dans un match de phase finale, tu vois. Et si tu arrives à retrouver un Penaud en 13 qui est à son niveau, t'es un peu plus rassuré, on va dire. Clairement. J'ai un autre joueur en tête comme ça qu'il faudrait pas qu'on perde pour les phases finales. Ouais, no comment. On va pas en parler pour pas le jinx. Voilà, exactement. Touche du bois. Est-ce que vous avez d'autres points positifs ? La mêlée. Beaucoup aimé la mêlée, solide. On s'est imposé, on a dominé la mêlée, on a récupéré quelques pénalités. On doit en prendre une à la 25e. Tous les jours. En plus, alors là, vraiment, il y a la caméra de l'arbitre, hein, qui filme la mêlée. Il est du bon côté. Alors, tous les jours, on doit la récupérer. Je crois que c'est Poirot qui envoie Mercler au sol comme il faut sur l'impact. J'ai beaucoup aimé aussi une séquence très particulière à la fin de la première mi-temps où à la 38e, on finit par récupérer un ballon après 3 pénal-touches des Toulousains dans nos 5 mètres, après avoir pris autant de pression. Ça montre que les mecs n'étaient pas sortis du match. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était ils râlent pas sur l'arbitre, ils étaient dans leur match en fait. Et ça, c'est ce qu'il nous fallait à ce moment-là. Et pareil, dans le thème de la défense, 60e minute, on se fait pilonner et on bouge pas. Ils avancent pas d'un mètre. Et quand ils avancent, on les fait reculer sur un impact, sur un plaquage à 2 ou vraiment beau match. Et tout petit détail aussi, alors voilà, mais le positionnement de Lucu sur les jeux au pied, qu'il soit offensif ou défensif. Là, on a vraiment commencé à taffer un truc. Je pense que si on fait ça à l'aller contre le match contre Pau, on se fait pas éclater comme ça. Parce que là, ça y est, je crois que les entraîneurs et les staffs ont compris que tout le monde faisait des claquettes. Bon, écoute, je vais peut-être mourir d'un ulcère, moi, du coup, mais c'est comme ça.
tout le monde fait des claquettes. Et donc Lucu se positionne maintenant, et c'est travaillé évidemment, il se positionne toujours au bon endroit au bon moment pour, si la claquette elle est perdue, ou si la claquette elle est contrée ou qu'elle est contestée, etc., il est soit là pour la récupérer, dans le camp adverse, puisque du coup il n'y a plus de hors-jeu, enfin il n'y a pas de hors-jeu sur cette séquence-là, donc il est dans le camp adverse derrière le sauteur adverse, soit pour plaquer le mec qui va récupérer la balle. En fait, il est toujours au bon endroit, et dans le match, j'ai remarqué, soit il arrive à récupérer des ballons après, soit il plaque le mec qui a récupéré la claquette dans la foulée. En fait, ils ont jamais réussi à nous mettre la pression sur une claquette. Et enfin, moi, encore une fois, je trouve que c'est beaucoup trop aléatoire ce système de claquettes. Là, faut vraiment repartir. Là. Enfin, c'est rigolo cette mode, mais là, faut repartir en arrière et essayer de capter les ballons. C'est pas possible. Enfin, c'est les mecs qui font En plus, là maintenant, c'est tous les ballons sont claqués. Parce qu'avant, c'était on claque dans les 50, tu vois. Là, maintenant, tous les ballons sont claqués. Donc, je vois des claquettes où les mecs claquent leurs ballons, ils sont dans leurs 20 ou dans leurs 30 mètres. Mais les gars, faut pas faire ça. Enfin, et du coup, il n'y a plus de rideau défensif. D'ailleurs, le R3, il est plus là. Donc, si tu perds la balle, tu prends un essai. Juste sur une claquette à la con. Et on l'a vu même avec l'équipe de France. Hein. Atisogbe, 2-3 fois, il met des claquettes, bah, on perd le ballon. Je suis pas fan de ça, encore une fois. Mais par contre, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du positionnement de Lucu. Parce qu'en plus, c'est un gros plaqueur, Lucu. Plaqueur hyper propre, donc à chaque fois il était au bon endroit au bon moment sur les claquettes, c'était parfait. Non, t'as pas envie de réagir sur les claquettes, Yann. Moi, juste sur la défense, complètement d'accord. Ils ont marqué 3 essais, dont un refusé. C'est que des essais de plus de 50 mètres, voire de plus de 80 mètres. Donc ça montre que quand ils sont venus dans nos 22, on a réussi à défendre et on a réussi à s'en sortir. Et ça, franchement, c'est pour ça que moi j'étais très contente de la première mi-temps, c'est qu'on a réussi à défendre dans l'engagement, on y était, on s'est pas dispersé et ça arrive souvent que voilà, quand il y a une attaque, ils sont dans nos 5 mètres, on se dit bah bon c'est foutu, on va se prendre un essai. Et là, ça n'a pas été le cas et on a réussi à les repousser plusieurs fois et ça a été ultra positif. Franchement, le cœur qu'on a mis en défense, c'était impressionnant. Est-ce que vous avez d'autres points positifs? Non, c'était pas mal déjà. Enfin, pas pour moi, j'en ai pas. Moi. Très beau show d'avant-match au match but comme d'hab. Voilà. Enfin au Stade Atlantique, pardon. Pas faire On l'a de pas la trop pub vu à la gratuite, télé. hein. Ouais, bah du coup, en regardant le replay, j'ai vu qu'ils n'avaient pas montré, c'est dommage. C'était un vraiment joli show, c'était cool. T'as mis le téléphone comme ça en l'air et ça a fait de la lumière? Non, les briquets, parce que je suis vieux moi, donc je fais au briquet encore. Je me brûle les doigts, je fume pas, je prends un briquet que pour ça. Ouais, je comprends. Là, c'est vrai qu'on a Ouais, vu les non. vestiaires. Ouais, non, mais c'est dommage parce que vraiment c'était un beau show et tu vois, show lumière, son avec des petits chandelles romaines là. Bon, après les UBB Girls avant, bon, moi je suis pas fan forcément de ce truc à l'américaine, mais chacun son truc. Non, c'était un beau show. Avec le Je speaker trouve qui que fait c'est des cool. petites rimes, tout ça. Ah, il est en train de. Ah, pardon, parce que moi, le Je speaker de Chaban, savais je que vois t'allais partir là-dessus. tous les gens qui le critiquent depuis quelques temps, enfin depuis longtemps, les adversaires, et moi j'ai jamais compris pourquoi, qui parlaient trop, je sais pas, enfin, moi ça m'a jamais choqué, bon, trop habitué à Chaban peut-être, mais je le trouve vraiment bon, le speaker de Chaban, mais alors là, depuis un mois et demi, à chaque fois, pour les compos d'annonce et même pour les essais marqués, il essaye de faire des rimes en mode tout feu tout flamme, c'est et après un nom qui rime en âme, tu vois, Capitaine c'est Flamme. Coleman, tu vois, c'est Capitaine Flamme. Yoram, ouais. Il va très vite, c'est non mais il faut, je sais plus ce que c'était Huberti, mais enfin je voulais envoyer, Ouais. je peux pas, ça me rend fou en fait. Il fait ça, il me semble, depuis le match de Bayonne, il me semble, le Stade Atlantique. Ouais, je crois un truc comme ça. C'est- Ouais, non, c'est mais une- il le c'est faisait une pas très- Chaban à chaque fois. C'est une très mauvaise idée, effectivement. Ah non, c'est horrible, hein. Appel aux gars du club qui nous écoutent. Encore une fois, j'adore le speaker. Moi, je le trouve vraiment bon. Et depuis toujours, je le trouve trop bon. Il met une ambiance vraiment cool sur les essais. Il est hyper bon et tout. Mais alors là, ce truc de rime, là, par contre, non, non, non. On se calme. Grand corps malade, c'est plus possible. Là. C'est vraiment. Non. Ouais, je crois il est sans merci. Enfin, il est vif et sans merci. Pablo Huberti. Enfin, non, non. Abdel Malik, On ça arrête suffit, ça, quoi. on arrête tout de suite. On arrête tout de suite. On annonce les noms, c'est très très bien. Ouais. En plus, il le fait très bien, encore une fois. Donc, il Mais sait le faire. c'est peut-être lui, du coup, que le public sifflait, apparemment. Je sais pas, moi j'ai pas vu de sifflet. Non, après, blague à part, j'ai demandé à un mec qui sifflait, je lui ai dit pourquoi tu le siffles. Parce que je voulais vraiment comprendre, parce que je comprenais pas pourquoi Ntamak était sifflé. Je voyais pas le. Bon, tu vois. Et il m'a dit, j'ai pas oublié ce qu'il a dit après la demi-finale de Champions Cup l'an dernier.
Et en fait, j'ai demandé à un pote pareil qui m'a dit ah mais moi je l'ai sifflé. J'ai dit mais t'es con, pourquoi tu l'as sifflé? Et pareil, il m'a dit non, il m'a saoulé l'an dernier avec sa sortie après la Champions Cup. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui l'ont en travers de la gorge. Écoute, c'est le jeu aussi. Je crois que je l'ai déjà dit ici, mais les valeurs de l'Ovalie telles qu'on nous les vend, c'est quand même un truc inventé par Canal pour se démarquer du foot et pour dire les valeurs de l'Ovalie, oui, mais nous, d'ailleurs, arrêtez, oui, mais c'est des footix, enfin, c'est des supporters de foot qui ont sifflé et tout. Ah putain, on a le droit d'aimer, enfin, moi par exemple, je suis pas le foot, donc je me sens pas visé, mais on a le droit d'aimer le foot, faut arrêter de stigmatiser, de faire rugby, foot, c'est insupportable ce truc de se croire supérieur, là, les gens qui regardent le rugby, faut qu'on arrête ça. Et pareil, enfin, les valeurs de l'Ovalie, oui, bah, c'est Canal qui a fait ça pour faire venir les gens dans les stades et pour dire aux gens, regardez, notre spectacle, il est safe, c'est pas comme les hooligans du foot. Les valeurs de l'Ovalie, si il y en a qui nous écoutent, qui ont certainement déjà joué ou qui jouent à un niveau plus amateur, à un niveau plus raisonnable que ces très grands joueurs, que le rugby international, le rugby professionnel, euh, enfin, du coup, ceux qui ont jamais joué, je pense que vous allez mettre les pieds dans un stade amateur, vous allez être traumatisé par ce qui se passe dans les tribunes hein, et sur le terrain. Donc, première mêlée, vous allez voir des gifles partir dans tous les sens, des deuxièmes lignes dans la tronche des piliers, les balayettes parce qu'il n'y a pas de vidéo, vous allez entendre des insultes que vous connaissiez même pas dans les tribunes. Enfin, vraiment. Enfin, les valeurs de l'Ovalie, encore une fois, c'est un truc un peu gonflé. Alors, il y a certaines valeurs qu'il faut garder. Le respect de l'arbitre, tout ça, c'est très cool. Mais alors, le côté ah là là, mon Dieu, ils ont sifflé Ntamak. Et après, on en fait un débat dans le Moscato Show. Et Pierre Dorian raconte n'importe quoi pendant 15 minutes. Ouais, frérot, t'as jamais foutu les pieds sur un vrai terrain de rugby qui pue la boue et où il pleut et où là, ça sent la merguez, la ventrèche et tout le monde boit la bière à la fin. Bah écoute, tu sais pas vraiment ce que c'est les valeurs de l'Ovalie. Mais bon, après. Voilà, fallait que je le dise. Parce que ça m'a tendu ce Non, mais truc je sur suis assez Ntamak. d'accord et je pense que de tout temps, de toute façon, il y a eu des sifflets dans les tribunes, que ce soit rugby, au foot ou ailleurs. C'est vrai que moi, ça me fait beaucoup rire aussi qu'on dise que c'est parce que le public bordelais s'est agrandi avec le foot qui est descendu, machin. Non, c'est juste que des sifflets, il y en a à tous les matchs, dans tous les stades. Là, on en fait 3 caisses parce que c'est Ntamak. Pourquoi on n'a pas le droit de siffler Ntamak plutôt qu'un autre? Moi, je trouve ça débile de siffler. Je le fais pas, encore moins quand c'est un joueur que j'aime bien, un joueur de l'équipe de France. Pourquoi vous en faites 36 caisses, quoi? Enfin, vraiment, c'est pas non plus. Tu vois, autant il y a des gestes qu'on peut voir à la télé où en gros, t'as pas envie que tes gamins voient ce genre de gestes. Autant là, à la télé, on n'entendait pas tellement les sifflets en plus. Je pense que c'est une minorité qui ont sifflé. Bon, Depuis le stade, je te le dis, c'était très minoritaire. Et d'ailleurs, la façon dont est capté le son à la télé fait que les sifflets sortent plus que les applaudissements qu'il y a après. Parce qu'en fait, tous les supporters, et moi le premier, pour compenser le fait qu'ils soient sifflés, les supporters qui sifflent pas, justement, on applaudissait quand il passait une pénalité ou une transformation. Donc en fait, il était plus applaudi que sifflé dans un stade qui, normalement, effectivement, doit quand même lui être un minimum hostile, tu vois. Enfin, faut quand même que le fait d'être à domicile ou à l'extérieur, ça change un truc, tu vois. Tu peux pas. Enfin, faut arrêter aussi. Enfin, je te dis, cette pignole là autour, et je pense que la Rabine l'année dernière a tellement dû faire kiffer les défenseurs de l'Ovalie Canal Plus que. Vous voyez, c'est en possible fait, de pas siffler. moi, Oui, mais on s'en fout. je trouve ça très très bien la Rabine, incroyable la cathédrale. Tout comme je trouve très très bien Mayol, où tu peux avoir Ou Perpignan, une animosité, ou Aimé ou Giral. Perpignan, voilà. En fait, c'est des Mhm. styles complètement différents, et je trouve Je suis que d'accord avec justement, toi. c'est d'avoir un peu de chaque qui rend le truc trop bien, et voilà, enfin, on en fait 3 caisses. Je sais que Yann, la déclat de Mola, il a très vite vu que c'était des petits leviers pour les prochains matchs face à l'UBB. Mais voilà, enfin, C'est sûr que c'est ça. Ouais. Ah, ils viennent Non, nous mais éteindre à Chaban, du coup. Ils viennent éteindre le public à Chaban. bah, ça va être un peu ça. Ils nous Bien sûr. respectent pas. Après, on va reavoir. Enfin, forcément, ils nous ont donné la coupe d'Europe l'année dernière. Enfin, tu vois, l'année dernière. Donc, tu vois, il va dire, ils nous ont pris en demi-finale. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est des. De toute façon, les entraîneurs de rugby cherchent toujours des leviers. Donc, nous, on a inventé des fausses citations. Donc, d'un joueur de Pollock. Tu vois. C'est encore Bah, pire, nous. D'ailleurs, Pollock qui avait été sifflé à Chaban et qui a été applaudi de ouf pendant son tour d'honneur. Bah Enfin, oui. tu vois, c'est pour ça, en fait, c'est ça qui me gonfle et que du coup, tout le monde s'est arrêté. Et je te dis, Pierre Dorian qui pète un câble en disant c'est intolérable et ouais. tout. Mais Après, putain il faut de que merde. tu arrêtes aussi de trop écouter Moscato Show parce que tu Bah, peux. j'écoute parce que je t'ai dit, j'écoute pendant le sport et du coup, des fois, Ah, j'arrive ça à t'aide coller la barre au te plafond motiver. des fois. Bon. Il m'énerve tellement que des fois, je colle la barre au plafond. Bref, Donc, mais c'est bien. effectivement, quand on siffle Pollock, ça indigne personne. Ntamak, on n'a pas le droit d'y toucher. Bon,
Bref. Les statues, pareil pour les tapes, pour les petits chambrages sur la tête aussi. Il y a des statues. Voilà, Des exactement. gens, Aldrid, t'as pas le droit, Jalibert, t'as le droit. Exactement. Bon, Bref. Voilà. En tout cas, on a senti que les médias sont un peu jetés dessus sur ces petits sifflets. Voilà pour les points positifs. Je vous propose qu'on passe au point classement. Et au classement, l'UBB reste au contact. Alors, on a Toulouse qui est toujours loin devant avec 67 points. Montpellier, le MHR. D'ailleurs, le MHR, ça me fait sourire parce que quand on avait eu Mathieu Jalibert en septembre-octobre, il nous avait dit, moi, il y a une équipe que je vois très forte cette saison, c'est le MHR. Alors qu'à l'époque, ils n'étaient pas non plus, je crois qu'ils étaient top 10. Il s'y connaît un petit peu en rugby visiblement sur Mathieu Jalibert. Il connaît le rugby. Il les a sentis venir et ils sont deuxième du coup avec 57 points. Pau troisième, 55 points, tout comme l'UBB, et ça va être un petit désavantage pour cette fin de saison. Les points de terrain, on a perdu 2 fois contre la section paloise, donc forcément, si égalité, ce sera Pau qui sera devant nous, et ce sera aussi le cas du coup pour le Stade Français. Alors là, ils sont 1 point derrière nous, ils ont 54 points, mais si jamais égalité, ils seront forcément devant nous. Et ensuite suit Clermont 6e avec 52 points, le Racing 7e 50 points, et derrière un poil décroché, on a La Rochelle, Toulon 45 points, Lyon, Castres, Bayonne. Voilà, ça commence à se dessiner un petit peu quand même avec les résultats de ce week-end, avec la victoire à l'extérieur de Montpellier, du Stade Français. On voit les forces qui commencent à se détacher. Ça va se jouer vraisemblablement à 7 équipes. Alors Toulon doit se déplacer encore à Perpignan et Montauban, donc il y a quand même peut-être des points à l'extérieur qui vont aller chercher. Mais au classement britannique, Pau est toujours devant, puisque là ils vont recevoir ce week-end. Nous on est 5e, donc à peu près comme au vrai classement. On rappelle que le classement britannique, c'est le classement où on pondère les victoires à l'extérieur qui comptent plus, puisque c'est plus difficile. Mais grosso modo, classement britannique, c'est les 7 mêmes premiers. Donc on est au contact finalement. Ouais, et puis surtout, on a un calendrier assez. On a la Champions Cup par rapport à d'autres clubs, y compris Montpellier, mais on a un calendrier assez favorable. Montpellier, il faut qu'il se déplace à Toulouse et à Bordeaux. Donc là, c'est 2 matchs très compliqués à venir gagner. Nous, en fait, on a joué toutes les grosses équipes, quasiment. On a fait tous les gros déplacements difficiles. Donc, Ouais. tu vois, Déplacement. En à fait, ce moment-là de la saison. justement, déplacement, j'avais regardé, on a La Rochelle, Toulon, Lyon, Castres. Non, Castres, on allait gagner déjà là-bas. Gagné, Et ouais. Bayonne. Ouais. Donc en fait, c'est que des équipes qui sont au-delà de la 8e place. Et qui galèrent à domicile, surtout cette année. Parce que Bayonne galère à domicile, La Rochelle à domicile pareil, et Toulon, Alors, galère à domicile, je sais pas, parce branlée, quand même. ils ont perdu un match, mais... Non, 2. Ah oui, 2, t'as raison. Bon, après, ils galèrent. Ouais. De De coup sur coup. Ouais, ils galèrent partout. Ils galèrent partout. Et je te dis, vraiment, La Rochelle, c'est pas devenu. C'est plus une place forte à domicile, tu vois. Et Toulon, là, ils sortent quand même une sacrée branlée à domicile. Donc Toulon, c'est pareil, c'est compliqué, Mayol, cette année. Ouais, putain. Voilà. Ça, pareil, Toulon, ça fait quoi? Ça fait 2-3 défaites d'affilée à domicile? 2. Surtout celle-là fait très très mal, quoi, parce en qu'ils plus. sont fait éteindre. Enfin, c'est surtout celle-là. En plus. Donc c'est pour ça, c'est pour dire, on est effectivement 4e ex aequo avec le 3e et tout, mais on a quand même un calendrier plus favorable, je pense, si tu mets à part la Champions Cup, parce que si on mélange tout, c'est compliqué. Mais Pau, Montpellier, par exemple, ils n'ont pas la Champions Cup, donc ils ont un petit avantage là-dessus, mais ils ont un calendrier un peu plus difficile que le nôtre. Voilà, donc c'est à prendre en compte. Oui, après, Champions Cup, on l'a pour l'instant, on espère l'avoir le plus longtemps possible, mais bon, après, ça peut aussi s'arrêter d'ici 1 match, 2 matchs, 3 matchs, on verra bien où on ira, de toute façon, mais c'est vrai que si on prend juste le calendrier top 14, on n'est pas forcément dans de mauvaises dispositions pour aller jouer le top 2 ou le top 4, à voir, quoi. Moi j'ai mes places pour la finale, ça peut pas s'arrêter avant. Ouais. Tu les as pris sur coup gagnant ou pas? Non, en plus j'ai discuté un peu avec le gars de coup gagnant, donc je lui ai dit moi quoi qu'il arrive j'ai envie d'aller me bourrer la gueule à Bilbao, donc si on y est la fête sera plus belle, mais si on n'y est pas, écoute, on encouragera, on jettera une pièce et on encouragera une des 2 équipes au pif, quoi. Enfin, Glasgow. Ouais, franchement entre Glasgow et Toulouse, je sais pas, en cœur balance. Pas le mien. Bon, en tout cas, si vous voulez manger des pinchos et boire de la sangria avec Dylan à Bilbao le 23 mai, vous savez où le trouver. Voici... Aux abords du stade. Aux abords du stade. Ou dans un bar, tout simplement.
Voici pour le point classement. Je vous propose puisqu'on commence à avancer dans l'épisode, à passer au point des actus du club. Première actualité, rapidement, ça a été annoncé la semaine dernière, sans crier gare, comme on dit, la prolongation de Thémo Mathieu jusqu'en 2029. Le nouveau international français, du coup, prolonge l'aventure. C'est quand même une très bonne nouvelle. Ouais, carrément. En plus, tu vois l'évolution physique qu'il a, on sait pas trop où il va s'arrêter, mais en tout cas, on sait qu'il va encore progresser, donc c'est déjà très satisfaisant en ce moment. Je pense que ça va encore plus exploser par la suite, donc vraiment content de l'avoir. Fallait le sécuriser, c'est fait. Je crois que là, le dossier maintenant, c'est Loulou, je crois, 2027. Mais en fait, je trouve que là où on est bon sur l'UBB, c'est qu'on a été très bon sur le recrutement sur ces dernières années, mais là, on arrive vraiment à garder les gars, quoi. Et à garder des gars de très haut calibre. Ça montre qu'on est quand même devenu une sacrée équipe parce que, bah, en même temps, tu veux aller où à part à Toulouse, en fait. Et à Toulouse, pourquoi faire, tu vois. Donc, franchement, ça fait plaisir de. Parce que Mathieu, grosse pépite du rugby français, hein. Vraiment. Et oui, le staff du 15 de France l'a bien compris. Concernant les prêts pour la saison prochaine, alors on a Yannick Bru qui a annoncé sur TV7 Bobby Bissu à Provence, Joseph Larrague à Béziers, info UBBiste, Zachary Afan prolonge l'aventure à Brive, mais en prêt, donc il sera bien un joueur de l'UBB. D'ailleurs, il va rester à l'UBB au début de saison, notamment parce que un Ben Tamifuna, un Carlou Sadi aussi potentiellement pourrait manquer une bonne partie de la pré-saison et du début de saison. Donc il sera avec l'UBB pour le début de saison avant de rejoindre Brive et la Corrèze pour y être prêté et disputer des matchs de Pro D2, de Top 14, on ne sait pas encore. Mais du coup, c'est bien que ces joueurs-là soient prêtés à l'échelon inférieur. Ça va leur permettre d'avoir du temps de jeu sur de l'adversité beaucoup plus coriace que ce qu'on va pouvoir avoir là sur cette deuxième partie de saison de Réchelle, notamment parce qu'en plus, tu as beaucoup moins de matchs en Réchelle. Là, on a eu un creux de 10 semaines. Donc, c'est très positif. Ouais, carrément. Parce que c'est vrai que il y a une grosse critique du championnat espoir, et notamment de ce calendrier qui est extrêmement aléatoire. Et alors que la Pro D2, où déjà c'est du très haut niveau, ça se rapproche, il y a certaines équipes qui se rapprochent du top 14, donc ouais, c'est bien de pouvoir prêter ces gars-là, et surtout ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est qu'on les récupère, et c'est ce qu'on va faire avec Afan. Donc c'est plutôt cool ça. Moi j'avais peur que ce soit un peu comme Etchegaray, un prêt et on le perd quoi. Et en fait non, visiblement on est dans une optique quand même de le garder chez nous pour après, parce que c'est franchement un très gros potentiel à droite. Donc pareil pour la Harak qui va pouvoir appréhender la vitesse en pro. Donc super content pour ses joueurs, pour Bobby, etc. Donc c'est vraiment une bonne idée. Il faut qu'on arrive à plus le faire, parce que forcément ça allège en plus le salary cap, et ça permet de leur donner de l'expérience. Tu retrouves des mecs un peu différents. Donc ouais, c'est vraiment intéressant qu'on instaure ça. Et ça va être... Ça aussi, c'est un truc de grand club. Ouais. Tu vois, ça aussi, c'est une attitude de grand club. Bravo. Et ça va être le taf de Jean-Baptiste Dubier, du coup responsable de la cellule élite désormais, de développer du coup ses relations avec les clubs de Pro D2 national et de négocier ces échanges-là, enfin ces prêts-là. Mais j'ai dit échange parce qu'on va aborder du coup un potentiel échange cette fois-ci entre l'USAP et l'UBB. Il s'agirait du départ de Johnny Gray, donc jusqu'à la fin de saison, et l'arrivée d'Hugo Reus de façon un peu anticipée, parce qu'on rappelle qu'il est prévu pour la saison prochaine au poste de numéro 10 à l'UBB, donc le retour d'Hugo Reus, lui qui a connu cette saison déjà le MHR et l'USAP. Il viendrait là incessamment sous peu. Johnny Gray ferait ses valises aussi incessamment sous peu pour finir la saison. Moi, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose, dans le sens où visiblement le staff compte sur Adam Zapedowski pour être une doublure au poste de 4-5. Qui nous manque aussi quelqu'un avec la blessure jusqu'à la fin de saison de Joey Carberry au poste de numéro 10. Donc je me dis pourquoi pas. Par contre, il y a un gros si, c'est que Cyril Cazot s'est pété. Donc combien de temps ça va durer cette histoire, on ne sait pas. Mais pour moi, c'est un peu la crainte. Donc
Voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'affirmatif. C'est serait sur le point 2, mais ça sent quand même assez bon cet échange. Il y a un problème avec Gray quand même. Hein. Enfin, je veux dire, non mais, enfin, il y a un truc quand même. Il y a un truc sous-jacent chelou parce que quand il arrive, effectivement, c'est un gros pari parce qu'il arrive, il est pété depuis un an, etc. Il fait une saison, honnêtement, c'est peut-être la meilleure recrue du top 14 cette saison-là. Il fait une saison énorme. Qui est-ce qui s'est passé depuis? Parce que enfin, de ce il peut jouer apparemment. Il est en capacité physique de jouer. De ce qu'on comprend, tu vois. Il est à l'entraînement, il fait des feuilles de match et tout, donc il a pas l'air blessé. Qu'est-ce qui se passe avec Johnny Gray? Bah, Il est devenu visiblement, nul du jour au lendemain ou il s'est embrouillé avec Bru? Enfin, c'est quoi Bru a dit sur TV7 que là, en tout cas récemment, c'est aussi parce qu'il était avec l'Écosse, etc. Donc c'était aussi un peu pour ça. On espère que des gens pourront poser cette question à un membre du staff prochainement. Je sais pas, peut-être Ça, que ce serait vraiment génial, tu ce vois. serait Que sympa. des gens se fassent les porte-parole de Bah cette ouais, émission parce un qu'il y peu, a quoi, des tu vois, questions qui sont pas posées par les journalistes, donc il faudrait quand même qu'il y ait des gens Bah, qui ce serait puissent bien, poser ouais. ce genre de questions, quoi. Que des types avec des lunettes et des micros puissent poser des questions, quoi. Ce serait bien. Ouais, des moustaches. Et les moustaches, et les moustaches. Voilà, peut-être qu'on aura des réponses sur ce cher Johnny un jour. On verra. Avant qu'il parte, ça serait bien. Yann, t'en penses quoi, toi, de cet échange? Bah, moi, j'espère juste qu'on va réussir à stabiliser Royce, quoi. Parce que enfin, il a 22 ans, il a déjà fait trop de clubs, en fait. Normalement, c'est ce que tu fais dans une carrière. Ouais, tu vois, lui, il a même pas commencé sa carrière, ou réellement, et il a déjà fait tout ça, quoi. Entre La Rochelle, Montpellier, Perpignan, et là, maintenant, l'UBB. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup. Donc voilà, il revient chez nous, c'est bien, c'est un petit du club. Je pense qu'il aurait jamais dû partir, ça a été une grave erreur bah, probablement de lui et de son entourage. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir le stabiliser un peu mentalement et qu'il va retrouver euh, bah, la force qu'il avait quand il était U20 et qu'on va essayer de le faire grandir avec un jeu qui est quand même très sympa, un collectif où on voit que le staff a quand même fait progresser énormément de joueurs. Donc j'espère qu'on va réussir avec lui et qu'il va se stabiliser et rester plus de 2 ans dans un club, quoi, pour qu'il commence enfin sa carrière. Ouais, Igor, c'est le mec qui a largué sa copine du lycée pour aller découvrir la ville Havrais avec d'autres conquêtes, mais il s'aperçoit que finalement l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et puis on espère que ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants avec bah, du coup sa première douce, quoi. Avec sa petite copine, quoi. Mais après, enfin, quand t'es numéro 10, je pense que jouer avec Mathieu Jalibert, quand même, hein, c'est pas dégueu, quand même. Hein. Enfin, c'est autre chose. Bon, je vais pas citer les 10 des autres clubs, les pauvres, mais bref, c'est autre chose que certains clubs qu'il a fait, quoi. C'est pas mal de bosser avec Mathieu Jalibert, je pense. Je pense que ça peut te faire grandir. Ouais, oui. Et puis quand t'es aligné aux côtés de Maxime Lucu, c'est bien aussi, Oui, quoi. puis pareil, voilà, si t'as Lucu devant toi, et puis pareil, si sur les côtés, parce que Jalibert est au repos, quand tu mets un coup de pied, c'est LBB qui le rattrape, enfin, tu vois, je pense que tu joues un peu plus en confiance, quoi. Oui, et puis on fera tout pour le mettre en confiance, ce cher Hugo. Voilà pour les rumeurs de mouvement, on va dire. Les Lionnes du stade bordelais se sont elles aussi imposées face au stade toulousain sur le score de 34-29 pour cette 13e journée de AXA Elite 1. Elles conservent leur 3e place au classement. Ça n'a pas eu un grand impact, même si du coup c'est Romagna qui revient à hauteur du Stade Toulousain en tête. Pour les Lions, ça change pas grand-chose, si ce n'est que bah, ça fait un petit avantage psychologique avant les phases finales, que bah, ça rassure aussi, mine de rien. Et puis, bah, vous avez peut-être tous les deux vu le match, mais toi, Dylan, t'étais au stade. Tu l'as dit, c'est gros match des Lions. Ouais, gros match des Lions et surtout gros match des internationales des deux côtés. C'est-à-dire que Pauline Bourdon-Sansus fait un gros match, Carla Rabers fait un gros match, le pack bordelais qui est quand même qui compose le pack de l'équipe de France fait un gros match. Donc c'est rassurant pour le tournoi destination qui arrive aussi de voir que toutes les internationales étaient en Cannes, tu vois. Moi, ça, c'est la première réflexion que je me suis faite. Et ensuite, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, le jeu de l'UBB, des Lions, pardon, avait tendance à beaucoup jouer autour du pack. Qu'on était tellement dominant devant, qu'on cassait la gueule à tout le monde, que du coup on jouait beaucoup autour de notre pack en permanence. Et là, j'ai vu beaucoup de lancements de jeux d'arrière, de différences faites. Et encore une fois, Carla Arbez, mon Dieu, quelle joueuse.
vraiment. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le plan de jeu qui avait été mis en place. Beaucoup de pression mise en attaque et en défense. Et en attaque, vraiment, on les a étouffés. Alors, il y a eu des petits exploits qui ont un peu remis les Toulousaines dans le match. Et surtout à la marque à la fin, etc. Mais j'ai trouvé qu'elles ont été étouffées, elles avaient du mal à glisser en défense parce qu'en fait ça allait trop vite. Et dès qu'elles glissaient un peu, Karl Arbès qui reprenait un intérieur, qui faisait un crochet, qui mettait un raffut, qui passait trois nanas. Et c'est impressionnante, Carla, franchement, elle a fait un match. Non, très gros match des Lions. Très bonne nouvelle encore une fois pour les internationales et le tournoi qui arrive de manière générale, parce que tout le monde était en Cannes. Et c'était une super ambiance. Enfin, c'est bel après-midi au Bousca, tu vois. Toi, t'avais vu le match, Yann, ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Ok, très bien. Bon, bah, je te garde Ok, pour le match. super. Je te garde juste pour le match juste après. Prochain match des Lions, ce sera un déplacement à Blagnac le 5 avril. Et j'en profite aussi parce que Jenny Demey, qui a bossé notamment chez Canal, a suivi les Lions la saison passée pendant 8 mois. Et son documentaire qu'on attendait depuis quelques semaines, voire quelques mois, a finalement été diffusé par Rugbyrama sur la chaîne YouTube. Il est disponible, ça s'appelle La rage au cœur. On vous conseille, je crois que c'est une vingtaine de minutes. C'est très très sympa, franchement, de voir un peu les dessous de la saison dernière avec des petits rebondissements tout au long de la saison, une défaite juste avant les phases finales, et puis au final aller chercher le titre. C'est vraiment très très cool. On découvre certaines joueuses qu'on connaît pas forcément, et franchement, chapeau à Jenny pour ce reportage, et bravo aux Lyon pour tout ce beau parcours. Les espoirs jouaient eux aussi, c'était la reprise face à Narbonne sur un terrain délicieux, magnifique terrain. T'avais l'impression qu'il pouvait se casser une jambe à chaque foulée. Il gagne 24-45 avec des essais de Janiek Mignot, Pargad, Evrit et Kendrava. Pour le coup, là, Yann, tu as vu le match puisque tu en as fait un joli résumé. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, tout d'abord, Narbonne, c'est quand même l'équipe la plus faible, je pense, des espoirs confondus. Enfin, tu vois, ils ont pas gagné un match, je crois, cette année. Et ils ont pris pas mal de pilules. Et en fait, c'est confirmé, c'est-à-dire que bon, ils ont quelques individualités qui sont pas mal, mais après, il y a trop d'écart en fait. Et individuellement, on était largement au-dessus. Par contre, j'ai aimé plein d'attitudes, tu vois. Je trouve que devant, Pargad a fait un match très solide. Il a été très impactant. Zapedowski aussi a été très bon. C'est lui qui a maîtrisé tous les ballons en l'air. Il a été un leader devant, etc. Evrit a très bien lancé. Donc ça, c'est un peu les mecs qui sont susceptibles un peu d'intégrer à plus ou moins long terme la première. Euh, Derrière, j'ai bien aimé aussi Bonne, qui est toujours très convaincant. C'est un des joueurs les plus réguliers en espoir cette année. Très très fort. Il y a aussi Georgie qui a fait son match, le géorgien. Mais voilà, c'était un match, il y a trop peu d'adversité pour vraiment se faire une idée du niveau de l'équipe. Je pense que déjà, alors je sais pas qui joue la semaine prochaine, si c'est Colomiers ou Yonax, mais déjà c'est des équipes qui sont un peu plus fortes, et notamment Colomiers qui sera un peu l'équipe la plus forte qu'on va affronter, puisque je crois que c'est une équipe qui a quand même pas mal gagné dans sa poule au départ, bon, hein, qui a perdu des points, mais parce qu'il y avait Toulouse qui écrasait tout, mais on aura un peu plus de réponses. En tout cas, la Narbonne c'était quand même assez faible, mais ça fait plaisir quand même de voir jouer malgré un terrain qui était une horreur. Prochain match. Tu as vu le match, Dylan, ou pas? Non, on peut pas tout faire non plus, faut pas Mais déconner. bien sûr. Choisir entre les filles et les jeunes, bon Mais bah. c'est bien, Yann on a y a des choisi, envoyés moi aussi j'ai spéciaux un choisi. peu partout, et un qui s'occupe des Lions, l'autre des Exactement. espoirs, le troisième qui... Ouais, qui est en vacances. oui, voilà, off. Ouais. Prochain match des espoirs, samedi 28 mars, donc ce samedi, à 15h au Ceva, réception de Colomiers. Donc, gros match, encore une fois, pour... Ouais, c'est le plus c'est le gros. plus gros. Voilà. Dernière news concernant le club, la sortie d'un petit livre
sur l'UBB, encore un. Ça s'appelle le roman de l'UBB. C'est signé par Serge Legrandval aux éditions Kern qui ont eu la gentillesse de nous l'envoyer. Il est là, je le montre pour ceux qui regardent l'épisode sur YouTube. On va le faire gagner sur les. Il suffit juste de commenter la vidéo YouTube. Voilà. Je peux le gagner moi ou pas? Toi, tu peux, J'ai pas le droit de jouer. tu peux te brosser. Ok, d'accord. Ah, moi, j'ai pas le droit de jouer. Bah, du coup, bonjour les éditions Kern. Voilà. Mais en tout cas, Non, tu vas chez Mola et puis tu Je te vais le procures acheter dès ce week-end. pour la modique somme de 18 euros. C'est, Oh oui, oh là là, oui. En tout cas, je l'ai feuilleté un peu. C'est super intéressant. Donc ça part évidemment de la fusion jusqu'au titre européen avec pas mal d'intervenants différents, des interviews, etc. C'est vraiment top. Donc on va vous le faire gagner. N'hésitez pas à commenter du coup la vidéo sur YouTube. Vous mettez ce que vous voulez. Si ça peut être des commentaires intéressants, des remarques sur ce qu'on a pu dire, c'est encore mieux. Mais voilà, on fera un tirage au sort, je pense, avant le prochain épisode pour faire gagner ce livre. En tout cas, merci aux éditions Kern de nous l'avoir envoyé et on vous invite à vous le procurer. Voilà pour les actus du club. Je vous propose qu'on passe enfin au prochain match de ce week-end. Et je pense qu'on va faire un épisode de 8 heures à peu près, puisque ça doit faire 1h30 qu'on enregistre. Prochain match du coup à Gerland, ce samedi à 16h30 face au grand méchant loup. Début compliqué pour le loup, mais la dynamique actuelle est quand même plutôt très positive, puisque sur les 5 derniers matchs, ils ont fait une défaite et ensuite 2 victoires, un nul et une autre victoire. Donc ça remonte un petit peu la pente. Ils étaient bien décrochés, ils étaient 12e pendant un long moment. Et là, ils sont actuellement 10e, donc ils remontent un petit peu. Ils sont à 43 points, donc ils sont encore loin des places qualificatives, mais c'est mieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match-là, Yann? En tout cas, pour eux, ça va être un peu le match référence parce que pour le coup, ils sont sur une bonne série, mais c'est un déplacement à Perpignan qui est pas forcément l'équipe la plus souveraine. Ils ont gagné à La Rochelle, je pense qu'ils avaient 40 blessés. Ils auraient pu perdre contre Toulon chez eux. Il y a eu 13 partout, mais je sais pas comment Toulon arrive à se perdre le match. Donc là, ça va être ça va être un peu un nouveau étalon face à nous. Donc ils vont attaquer à fond et donc il faudra qu'on puisse répondre présent. J'espère qu'on va pas avoir les mêmes problèmes qu'on a souvent à l'extérieur, quoi. C'est-à-dire que mentalement, j'espère qu'on va pas lâcher et que directement on va vouloir se battre pour rester dans le match et pour pouvoir gagner ce match. Donc, mais ils ont des sacrés joueurs, hein. Il y a quelques joueurs frissons comme Vainicolo qui est juste exceptionnel. J'adore aussi le 8 Sam Simmons. C'est Sam? Ah non, c'est peut-être son frère ça. Enfin Simmons, l'ancien joueur d'Exeter numéro 8 qui commence à retrouver son niveau d'Exeter. Il s'était un peu perdu à Montpellier et là il commence vraiment à retrouver avec beaucoup de courses. C'est un 8 très rapide, très mobile, pas forcément le plus puissant au monde, mais en fait il a une énorme activité et sur synthétique c'est extrêmement intéressant. Je sais pas où en est Berdeux, mais il nous a fait très très mal l'année dernière. Donc voilà, ils ont des beaux joueurs qui sont bien aidés par un coach qui maîtrise les phases de jeu statiques, un jeu bien prédéfini, et puis avec ces joueurs un peu comme Vainicolo, et tu peux avoir une action de 100 mètres. Voilà, il peut traverser le terrain assez facilement, donc il va falloir se méfier de cette équipe. Je sais pas qui on va aligner, mais en tout cas, ça va être un gros combat sur ce synthétique de Gerland. Je pense que Lyon aussi, c'est peut-être leur dernière chance de rentrer dans le top 6. Enfin, de garder espoir de rentrer dans le top 6, du moins. Parce qu'ils ne rentreraient pas dans le top 6 avec une victoire, mais s'ils perdent ce match-là à domicile, c'est vraiment ciao le top 6 pour de bon, même si à mon avis, là, c'est pas l'objectif absolu. L'objectif, c'est peut-être le top 8 pour la Coupe d'Europe. Et le chèque et le budget qui va avec. Mais convaincu qu'ils vont pas aller... Enfin, ils vont venir pour gagner ce match absolument, parce que pour moi, c'est leur dernière chance absolue. S'ils perdent celui-là à domicile, après là c'est ciao le top 6, et c'est même tu peux te retrouver dans un ventre mou un peu pourri, finir 12e, ni vu ni connu, tu vois. Donc ils vont avoir beaucoup d'intentions. Maintenant, effectivement, Lyon, c'est quand même un club
qui est capable de fulgurance, mais qui est aussi capable de complètement déjouer et d'avoir des plans de jeu assez calamiteux, des fois, contre certaines équipes. Suivant l'équipe qu'on peut envoyer nous, effectivement, il y a peut-être un coup à jouer. Et en plus, nous, c'est pareil, Montpellier se déplace à Toulouse. Donc c'est le moment de gagner à l'extérieur, tu vois. Depuis vu qu'on a grillé notre joker, nos 2 défaites à domicile, c'est le moment d'aller gagner pour un quatrième match à l'extérieur et d'aller de dépasser Montpellier au classement, tu vois. Parce qu'encore une fois, Montpellier, en plus, derrière, ils doivent venir chez nous, donc il y aura un affrontement direct. Enfin, c'est un moment intéressant de la saison pour nous aussi. Donc, de toute façon, là, tous les matchs, c'est des matchs de phase finale à partir de maintenant, à part quand t'es Toulouse, qui a 358 points d'avance. Mais sinon, tous les matchs sont des matchs de phase finale. Donc, va falloir qu'on le joue comme un match de phase finale. Et effectivement, même Couillou, il est blessé ou pas? Ou il est Ouais. dispo? Ah, il est blessé. Il est encore blessé parce que c'est Cassan et Gonzalez, le petit Gonzalez. Je savais plus s'il était revenu ou s'il revenait, mais ça change un truc quand même. Parce que Alors après, peut-être qu'il sera de retour, mais en tout cas, ça fait 3-4 matchs qu'il joue pas de mémoire. En tout cas, le Loup. Nicolo peut te faire mal. Ouais. Le Loup, c'est quand même une équipe qui ne réussit pas tellement. 2 défaites face au Loup la saison passée, donc chez eux et chez nous. Alors à chaque fois, ça s'est joué à une pénalité ou un coup de pied de Léo Berdeux. Cette saison à Chaban, ça n'avait pas été incroyable. On gagne avec le bonus offensif. Mais à la 55e, c'est le Loup qui est devant. On marque 2 essais en fin de match, mais ça a mis du temps à se dessiner. C'est pas forcément une équipe qui nous réussit. Après, nous, on va y aller avec une équipe, pourquoi pas un petit peu remaniée. Juste côté calendrier, donc là, on a le déplacement au Loup. La semaine suivante, réception de Leicester. Si on gagne contre Leicester, de nouveau, on enchaîne avec une réception en Champions Cup, soit Bristol, soit Toulouse. Et derrière, déplacement à La Rochelle, puis réception du MHR. Donc là, ça va quand même commencer à s'enchaîner. Alors, si on gagne tous nos matchs de Champions, on touche du bois. Ça va s'enchaîner. Mathieu Jalibert, on l'a déjà dit, est en vacances. Louis Bielbiarré devrait être de retour. Est-ce que certains joueurs vont être ménagés par anticipation justement de ce gros bloc qui débarque? Est-ce qu'on va avoir des retours de Lachlan Swinton, Sipili Falatea, Jean-Luc Duprez, Gaëtan Barlow, Cameron Woki? Il y a des joueurs qui nous ont manqué et qui pourraient revenir. Alors, j'ai tenté une composition. C'est basé sur pas grand-chose, si ce n'est essayer d'avoir un mélange entre joueurs qui revient frais et avoir aussi des cadres pour essayer d'aller chercher quelque chose. En première ligne, beaucoup de rotation avec Boniface, Konorsa et Sipili Falatea. Je sais pas si je mets Falatea titulaire, moi. Sur un retour comme ça, je sais pas. S'il est apte, je sais même. S'il est apte, oui, bien sûr. Je sais pas si je le mets de suite titulaire et en même temps, il faut qu'il reprenne du rythme parce que c'est toujours le débat. Falatea, il a besoin de rythme, donc non, en fait, t'as raison. Je me suis rendu compte que j'ai dit une connerie. Ouais, et puis après, à voir si tu fais attaquer Barlow, parce que forcément, je pense que dans l'esprit du staff, c'est Barlow qui sera le remplaçant de Lamotte pour le 8e. Un peu dans l'esprit de Dylan, j'ai mis Barlow remplaçant, justement pour pas qu'il commence. Avec un Perchaud et Big Ben, donc ce qui permet d'économiser un poil Sadi et Poirot sur ce match-là et Lamotte. Ouais, tu t'économises en gros ta première ligne titulaire et pour autant tu as 2 premières lignes qui sont très, très compétitives. Après, Boniface Falatea sur synthétique, c'est plutôt pertinent. Ouais. Enfin, tu vois, c'est des joueurs qui sont extrêmement mobiles, ça va aller vite. Je pense que il y aura de la vitesse, donc c'est bien d'avoir des piliers un peu mobiles qui vont pouvoir enchaîner les temps de jeu et les courses. Ouais, c'est pas le mieux dans la mêlée fermée. Par contre, sur le jeu courant, j'avoue que Boniface Falatea sur du synthétique, attention quand même. En deuxième ligne, alors j'avais mis Palu et Gray, mais Gray, du coup, vu la dernière news, alors, peut-être qu'il sera déjà du côté de la Catalogne, donc peut-être plus un Jacobs Gray ou Jacobs Palu ou un Zapedowski Palu. Ouais, les deux me vont. Peut-être même plus les trois me vont. Même plus un Zapedowski Palu. Moi, je préfère Zapedowski que Jacobs en deuxième ligne. Voilà. C'est sûr que non, mais en plus, franchement, ça fait partie des ce match-là, comme le match si on passe les tours en Champions Cup, La Rochelle.
S'il y a des moments où on peut intégrer des espoirs qui sont proches du niveau pro, c'est maintenant, quoi. Voilà. C'est clairement C'est un sur ce genre appel, de ça. match qu'il faut le faire, oui. Et je pense pas que Zapedowski. Yannick, Ouais, moi aussi, j'en ai un en tête. mais j'ai remarqué Bru quand il en parlait sur TV7, etc. Il n'arrive pas à dire Ipsayen. Il dit C'est peut-être pour ça qu'il le paye Isbayen. pas, du coup. Moi, je le dis plus son nom, de toute façon. Ouais. Avant qu'il joue. En troisième ligne, Beauchaton, Mathieu et Woki s'il est apte. C'est quand même pas mal ça. Ça, c'est solide. Ouais, bah, Ouais. du coup... Après, là, tu vois, il y a la même. Le truc, c'est forcément, il faut anticiper le fait que tu vas enchaîner après 3 matchs de haut niveau, quoi. Et donc là, ça ferait 4 matchs de haut niveau pour Mathieu. Ouais. Sachant que là, il y a un peu 3 profils sauteurs. Donc, est-ce que tu mettrais pas plutôt que Woki, on va dire, il est encore blessé. Tu décales Mathieu en 6 ou 7. Et en 8, tu mets un petit Elijah Ipsayen. Voilà. Est-ce que c'est pas le moment là? Est-ce que c'est pas enfin le moment Ipsayen en 8 pro en titulaire? Est-ce que c'est pas le moment? C'est le moment ou jamais là? Je pense bien, ouais. JLDP est pas là, Gazzo s'est pété. Franchement, Non, mais en vrai, de toute façon, il faut qu'il joue. En plus, quand j'avais vu le match des espoirs, tu sentais il était assez prudent. Donc peut-être que il y Ouais, mais avait tu quelque penses qu'on chose. me dit tu as des infos. Calma parce que peut-être que tu joues avec nous la semaine prochaine. Après, Non, t'as vu la gueule mais du terrain, c'est peut-être pour ça qu'il Pe- était prudent aussi, parce que peut-être pas Calma, mais peut-être que tu le sais la semaine d'avant que prépare-toi, semaine prochaine, t'intègres. Ouais, je sais pas si c'est. Ouais, peut-être. Je sais pas. Non, mais après, je dis Toi, ça parce que j'ai envie toi de le quand voir. tu étais en espoir à l'UBB, on t'a jamais dit Ah, non. prépare-toi. Non. Ouais. Non. Moi, j'arrivais mardi pour les espoirs et je sais que jamais j'allais voir les pros. c'est déjà bien. Hein. Oui, c'est déjà très bien. Par contre, ouais, Ipsayen en 8, pour moi, là, les astres sont alignés quand même. Non, mais en tout cas, voilà, c'est ce genre de match où forcément tu vas mettre un peu de rotation. Voilà, à mon avis, en plus, c'est plutôt pertinent sur ce genre de match parce que en plus tu vas être sur synthétique, donc il va avoir toujours pareil beaucoup de vitesse. C'est un joueur qui est extrêmement intéressant, un peu comme son futur adversaire du jour qui sera Simons. C'est des 8 extrêmement mobiles et extrêmement rapides sur des surfaces comme ça peut être un très beau duel et puis ce serait temps qu'il joue un peu quoi parce Ouais, puis c'est pas le que plus gros pack du monde, Lyon. Enfin, c'est un pack solide comme tous les packs de top 14, mais je veux dire, c'est pas comme commencer contre Montpellier. Tu vois, Ouais, voilà. où là, du coup, c'est peut-être pas un cadeau de faire ta première feuille contre le pack de Montpellier. Lyon, c'est peut-être un peu plus raisonnable, on va dire. Et, En tout cas, oui. sur le banc, je mettrais, et j'espère le voir, Lachlan Swinton. Ce serait bien. Ouais, ce serait bien pour aussi. lui. Oh, putain, lui aussi, ça serait bien quand même. Ouais. À la charnière, Lucula Arag, vu que Jalibert du coup- est en. Pardon. Et du coup, Van Taifer, il disparaît du coup. Il se repose parce qu'il a marqué beaucoup de points et on compte sur lui. Ok, Voilà. ça me va. Bah, Ouais, sinon, ça mais fait Van sens. Taifer sur le banc ou même à la place de Mathieu. Et Mathieu sur le banc, je sais pas, comme tu veux. Ouais, en fait, Mathieu, c'est vrai qu'il va enchaîner pas mal parce qu'il a même fait Il a fait France-Angleterre aussi, il a été à Marcoussis. Et ouais. Donc il a Ouais. fait le France-Angleterre, mi-temps. Toulouse, s'il fait Lou, après il va faire Leicester et peut-être Toulouse, Bon, ça ferait 5 on matchs. récapitule. Ouais. Beauchaton, Ipsayen, Van Taifer Ouais. et Swinton sur le banc. J'aime bien. Voilà. Tout le monde est content. On peut passer à la charnière. C'est bon. Lucula Arag, est-ce que Oui, vous avez bah des oui, choses oui, à oui. redire? Fin du débat? Non. Non, c'est bon. Ok, pas de retière Lucu ou Uto Lucu. C'est qu'Uto Lucu, ça m'excite un peu, mais là c'est vraiment coup de truc de geek là. Ça m'excite un peu. Ouais, mais, bah après, mais non. ouais. Et après, il faudra quand même qu'on ait quelques patrons sur le terrain parce que sinon, en fait, on va se prendre une branlée. Oui. Eh ben, en termes de patron, je vous propose au centre du terrain Van Rensburg-Penaud. Solide. Et sur les ailes, Mousquet-Stamboué. Et à l'arrière, Ouais. Rayassi. Ok, donc pas de LBB Titu. Et non, et alors du coup, banc en 5-3 avec Retière, Huberti et LBB sur le banc. Ok. Moi, j'aime bien l'idée de LBB qui sort du banc et qui te met des courses à 38 km/h à la 75e sur le synthétique de Lyon. J'aurais tendance à mettre LBB titulaire et Mousquet sur le banc. Bah, Mousquet, j'ai envie de le voir quand même. Enfin, si tu te dis que tu fais un peu tourner, c'est un peu le moment. Ou alors tu mets Tamboué sur le banc et LBB
Ouais. Ou tu fous Mousquet sans. Ouais, bon, Ou après en Mousquet, 15, tu peux ouais, jouer et 15 Rayassi sur aussi. le Mais banc, bon. parce que Rayassi peut tourner. Après, Ouais. oui. Parce que je vois pas, Penaud, il n'y a pas de raison plus que ça qu'il soit au repos. Bah, Parce qu'il il y a a, une lui, il raison. a fait qu'un La match. raison, ce serait que c'est le 13 sur lequel on compte et que Ah ça va s'enchaîner fort fort là et que du coup, on préfère mettre un Van Rensburg-Huberty. C'est pas du tout impossible. non, non. En, en tout- La façon dont c'est établi, je pense, le plan, c'est, à mon avis, enfin, il faut pas, parce qu'il faut pas sous-estimer les adversaires et tout, mais je pense que tout le monde a le 13 avril coché, quoi. Tu vois, tout le monde, le 12 ou le 13, je sais plus, tout le monde, UBB Toulouse à Chaban, quart de finale, et que du coup, effectivement, Penaud, c'est peut-être le moment de le reposer, même s'il n'a pas beaucoup joué, du coup, puisqu'il n'a pas fait le tournoi, donc il est plutôt reposé, mais ouais. En tout cas, ça fait quand même. Ce serait une première, entre guillemets. Il y a beaucoup de changements, enfin de rotation d'un match à l'autre pour un match de top 14, tu vois. Ouais, C'est peut-être le peut-être qu'il y en seul. a un peu trop du coup. Mais bon, après, pourquoi pas, hein, de toute façon, il y a des échéances qui arrivent, mais bon. Parce qu'il y a Euh, aussi cette histoire de. Alors, je crois qu'il n'y a que Jalibert qui a un repos contractuel puisqu'il a joué 3 matchs avec Ouais, l'équipe c'est de ça. France. Mais tu vois, tu as des Mathieu. Enfin, en gros, les joueurs qui ont aussi pas mal été sollicités pour aller à Bah, Marcoussis. même Max Lamotte. Lamotte, hein, t'as raison. Lamotte, il a fait toutes les semaines, hein. Ouais, donc, Donc, ouais. à voir. En tout cas, nous, on enregistre mardi soir. La compo sera annoncée vendredi à 18h sur les réseaux du club. En tout cas, quelle que soit la compo, on sera forcément tout excité parce qu'il y a la place d'aller chercher quelque chose à Lyon. Et ça nous mettrait assez bien avant d'entamer ce mini bloc enfin de deux matchs, non, pas non, de 1 ou 2 matchs de Champions Cup. Voilà pour cet épisode. On vous rappelle qu'il y a un nouvel épisode qui sort jeudi midi pour patienter jusqu'à ce week-end. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous tous qui nous avez écoutés jusqu'à présent. L'épisode, je pense, est un peu long. J'ai pas la durée exacte en tête, mais je pense on a bien papoté. Merci beaucoup, Dylan. Tu reviens quand tu veux. Bah, avec plaisir. Je repasserai une tête. Allez, on fait ça pour débriefer. Ben, on redébrief UBB Toulouse. On fait ça le 24 mai? Vingt- Non, pardon, on fait ça- Ouais, en direct de Bilbao. Ouais, non, ouais, on fait ça pour débriefer Toulouse, allez, hein? Enfin, ou peut-être pas du coup. Ouais, tu nous diras. Ouais, je Bah, vous même tiens, si on aura un je- petit. On saura Ouais, voilà. si on te Oui. propose ou pas. Ouais. Merci beaucoup, Yann. Passe une très bonne semaine. Bah ouais. Merci. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde et à très vite.